N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube Togovi News. L'actualité, les azimuts, nos éditorialistes décryptent et commentent l'univers de l'actualité sans concession et sans langue de bois. Taxi Presse, tous les jours de 11h à 12h45 avec Saint-Irrigator. Nous n'aimons pas le conformisme, mais des débats contradictoires pour la vie démocratique. Taxi FM, la radio géniale. Madame, Monsieur, bonjour. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce vendredi pour le dernier de Taxi Presse cette semaine. Avec mes confrères, nous reviendrons sur les grands sujets de l'actualité avec la reconduction, vous le savez, depuis hier soir de Komi Selom Klassou à la primature et la formation du nouveau gouvernement. Au palais de la Marina, on parle ce matin d'une continuité de la dynamique en cours pour davantage de performances dans les réformes et l'impact social. C'est ce que mentionne d'ailleurs la direction de la communication de la présidence de la République. On reviendra sur le sujet et sur bien d'autres inscrits donc au programme avec les confrères. Abi Alpha Isoto, Fabrice Pechesi, Ferdinand Haïté, Loïc Lawson et Tchanyao Aremiao. Nous parlerons également de la question de l'immigration liée donc au franc CFA et la sortie, la dernière, de l'Italie. Le vice-président du Conseil italien notamment. Alors la question, on l'avait posée au confrère ce mercredi. La France est-elle responsable de la souffrance de l'Afrique? On tentera d'y apporter une petite réponse. Il est 11h09 sur Radio Taxi FM Le Mai. Vous écoutez la grande messe de Taxi Presse avec mes confrères en studio, Ferdinand Haïti. Ferdinand, rebonjour. Bonjour Eric, bonjour aux auditeurs, bonjour confrères en studio. Merci de nous avoir rejoints. Bonjour à Abi Alpha Isoto. Ouais, bonjour confrères, bonjour à tous ceux et celles qui nous écoutent. Bienvenue Fabrice, bonjour. Bonjour à toi et bonjour à tous les auditeurs. On sera rejoint tout à l'heure en studio. Et ils sont d'ailleurs là, ils sont dans le couloir, maintenant donc au studio de la radio, Tchanyao Aremiao et Loïc Lawson, le patron du journal Flambeau des démocrates. Alors, il est là. Bonjour Tchanyao, merci de nous avoir rejoints. Bonjour Eric, bonjour aux fidèles auditrices et auditeurs de Taxi FM et bonne prière de Juma à tous les musulmans. Oui, bien sûr. Est-ce que la France est le problème de l'Afrique? Est-ce que la France est responsable de la souffrance de l'Afrique aujourd'hui? Je crois que les analyses économiques donneront des réponses diverses. Bon, je ne suis pas économiste, mais nous observons beaucoup ce qui se passe depuis toujours. La France, responsable du malheur de l'Afrique, moi je voudrais aller beaucoup plus loin pour dire que une bonne partie de l'Occident est source du malheur que tout le continent africain subit aujourd'hui, mais de façon individuelle, lorsque vous regardez les pays francophones et vous observez les pays, les colonies, je voudrais dire, lusophones, anglophones, vous sentez qu'il y a une nette différence entre l'essor de tous ces pays-là, et c'est là-bas qu'il faut aller chercher qu'est-ce qui a fait que les pays, les colonies françaises sont un peu en retard sur tous les plans par rapport à ces colonies qui ont pour parents historiques les pays occidentaux qui parlent de l'anglais, les pays qui parlent le Portugal ou l'espagnol, etc. Qu'est-ce qui explique ça? Et c'est en ce moment précis qu'on peut aller
dire que la France serait, je vais dire serait parce que je n'ai pas tous les éléments qui me permettent d'affirmer que la France est responsable entier du malheur des pays africains. Mais la nuance qu'il faut aussi faire, c'est que les pays africains aussi sont complices par endroits du malheur qu'ils subissent parce que la France ou tout autre pays occidental ne le fait pas de façon isolée. Ces pays qui viennent piller ou spolier l'Afrique, ces pays-là ont quand même des béquilles qui s'appellent des fils et des fils, et filles africains. Bien. On va approfondir ce sujet-là parce que l'émission ce matin prendra l'allure d'une émission spéciale avec la formation du gouvernement. Le gouvernement d'ailleurs qui sera devant le Parlement cet après-midi pour la déclaration de la politique générale. Abi Alpha Issotou, vous avez suivi comme nous tous la dernière sortie du vice-président du Conseil italien qui accuse clairement et frontalement la France d'être donc le responsable entier de la souffrance enfin, qui accuse la France d'être le responsable entier de la souffrance de l'Afrique. Est-ce que vous partagez ce point de vue, Abi? Si c'est par rapport à ce sujet, moi, ma réponse, elle est mitigée. Elle est mitigée du temps qu'il y a une adage chez nous qui dit que quand tu accouches d'un mort-né, il ne faut pas trop vite regarder vers les sorciers. Il se peut que toi-même, pendant le moment de la grossesse, tu n'aies pas bien suivi ce qu'il faut et que ça aboutit à un mort-né. Bon, moi, je pense qu'il faut d'abord voir si on met la France à côté, on met ces pseudo néocolonialistes à côté. Est-ce que, en tant qu'État, nos États qui se plaignent, est-ce qu'ils font ce qu'il faut pour vraiment être dans la marge? Est-ce que la corruption, elle existe ou pas? Est-ce que nos dirigeants, ils font ce qu'il faut faire? Ils gèrent le pays comme ça se doit? Est-ce qu'on a, économiquement parlant, des choses à les reprocher? Si on prend le cas du Togo, c'est le cas que je connais mieux, est-ce que c'est la France qui fait actuellement que, par exemple, le port en eau profonde, presque le seul dans la sous-région du Togo, se cherche? Actuellement où tout est privatisé au port, est-ce que c'est la France, s'il vous plaît? Oui. Quand on nous enjoint Bolloré, par exemple. Permettez que je vienne. Est-ce que c'est la France qui fait, par exemple, que le Togo là actuellement ne sait pas les quantités de phosphate qui sortent de son territoire chaque année? Le Togo est quand même le 4e producteur mondial du phosphate. En Afrique, le Togo est le 4e producteur mondial du phosphate. Sa qualité est la 2e à ce que je sache, à moins que les données aient changé. Mais est-ce que c'est la France qui fait qu'actuellement les Togolais ne connaissent pas les quantités qui sortent de notre territoire? On dit que c'est votre premier minéraire. En même temps qu'il y a des pesanteurs à Bialfa. S'il vous plaît. Il peut y avoir beaucoup de pesanteurs. Donc, est-ce que c'est la France qui fait qu'actuellement, beaucoup de nos sociétés d'État, partout passe l'argent, c'est en train de tomber en faillite? Donc, il y a autant de questions qu'il faut répondre. S'il y a une moyenne dans ces réponses-là, on peut regarder de l'autre côté. C'est comme quelqu'un qui va échouer au bac et il est médiocre dans toutes les matières et il vient se plaindre que c'est la maths qui m'a fait échouer. Est-ce que tu as les moyens dans les autres matières? Donc moi je pense que c'est ma réponse par rapport à ce sujet est mitigée. La corruption a tellement gangréné des orteils jusqu'aux cheveux notre dirigeance. On ne dirige pas, on ne gère pas le pays par l'exemple. Plutôt, le mauvais exemple vient d'en haut. Donc dans ces conditions, c'est trop facile de jeter le caillou à l'autre. C'est vrai, le néocolonialisme, quand tu vas en profondeur dans nos relations avec eux, aussi longtemps qu'il n'y a pas intérêt, ils ne vont pas s'intéresser à vous. Très bien. S'ils s'accrochent ce qu'il y a intérêt. Donc, mais quand même, je crois que c'est trop tôt. Il faut qu'on fasse le minimum. Si le minimum est assis et que quelque part il y a des pesanteurs qui viennent d'hors de la frontière, on peut voir à qui jeter la pierre. Quel est votre commentaire sur ce sujet-là? Non, bon, il faut dire que parmi les raisons qui peuvent expliquer le retard de l'Afrique en général et les pays francophones en particulier, on peut en énumérer plusieurs. Alors d'abord, sur la base, il faut dire qu'on ne travaille pas beaucoup. Les Africains? Oui, on ne travaille pas beaucoup. Non, sérieux. Sérieux. Mais vous voyez, le pays, ça bouge, les gens sont là, ils travaillent du matin au soir. Oui, mais tous les jours. Je ne dis pas qu'on ne travaille pas. Je dis on travaille mais beaucoup, pas oui, beaucoup. On ne travaille pas beaucoup. Et puis, on est mal organisé. Il y a la corruption et tout cela et autres. On n'est pas très bien formé.
le système a été désorganisé depuis. Vous voyez, les gens vont vous renvoyer même jusqu'aux périodes de l'esclavage, vous dites que c'est ça qui a retardé l'Afrique. Oui, ça peut être une des raisons. Mais la première raison, c'est nous-mêmes d'abord. Et puis, il y a d'autres raisons qui viennent également se greffer, notamment en ce qui concerne les pays francophones. Interroger même déjà l'histoire pour voir le système de colonisation français n'était pas le même que celui fait par l'Angleterre, par exemple. Oui, depuis même, vous avez vu que les colonies anglaises se développaient mieux et ils avaient une marge de manœuvre que les colonies françaises, par exemple, n'avaient pas assez. Je crois que même après la décolonisation, on a l'impression, même si on a l'impression que l'Angleterre a tout de suite tout lâché et a laissé ses colonies se développer. Oui, mais justement, est-ce que c'est pas ça le nœud du problème? La France conserve toujours nos réserves chez elle. Ça fait partie du problème, mais c'est pas le seul problème. On peut pas se lever aujourd'hui et dire, par exemple, que le retard des pays francophones c'est dû à la France. Mais on peut pas non plus nier que la France elle est même propre dans ce qui arrive aujourd'hui à l'Afrique. Parce que quand les gens bondissent, par exemple, la question de la monnaie, oui, il y a certains pays africains, même francophones, qui ont leur monnaie. Je donne l'exemple de la Guinée, mais du point de vue développement, ça donne quoi? Le Ghana, pendant longtemps, avait son CIDI, mais il a fallu à un moment donné que le pays se stabilise et qu'on mette sur pied des instruments, des institutions qui fonctionnent bien pour que le Ghana puisse être un pays, un exemple de développement aujourd'hui. Donc, sur la question de la monnaie, je crois qu'il y a quand même il y a débat. Oui. Mais en ce qui concerne la France, oui, effectivement, nous sommes dans un monde où les intérêts guident. Il faut être dans une situation où la colonisation peut se poursuivre avec vous, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, même quand vous prenez cette France-là, elle a l'impression de donner des signes de fébrilité. La France souffre aujourd'hui quand vous voyez un peu la question des gilets jaunes. Et on vous dira que quelque part aussi, c'est que elle ne tire plus tellement des richesses qu'elle tirait de ses colonies que par le passé. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs partenaires qui sont arrivés sur le continent, comme la Chine également, qui prend sa part. Parce qu'il ne faut pas se focaliser seulement. La Russie aussi qui veut se frayer des chemins. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, ce que la France tirait vraiment de ses colonies, elle ne le tire plus à ce même niveau. Et ce qui fait qu'elle souffre aujourd'hui aussi un peu. Mais en conclusion, pour finir, je dirais que ça fait partie, c'est une raison, mais ce n'est pas la seule. Mais la plus grande part nous revient en réalité. En tant qu'Africain. Oui. C'est un point de vue que vous partagez aussi, Ferdinand? Oui, globalement, ce que les confrères viennent de dire, moi je suis toujours, j'ai toujours une position mitigée par rapport à cette histoire de la France lorsque les pseudo-panafricanistes s'agitent sur les réseaux sociaux. J'ai même l'impression que c'est une manière finalement de dédouaner la gestion de nos pays par nos dirigeants. Et moi, ça commence pas à me monter à la tête, parce que c'est vrai que par rapport aux vestiges coloniaux, le franc CFA constitue quelque part un goulot d'étranglement pour nos économies, mais la grande responsabilité nous revient. Qu'est-ce que nos dirigeants font? Quelle vision ils ont pour leur pays? Qu'est-ce qu'ils font réellement? Je ne pense pas que, comme on vient de le dire, c'est la France qui empêche un dirigeant d'aller construire une école dans un village ou de mettre un scanner dans une région pour que les gens se soignent tranquillement, surtout qu'on a de l'argent. Et même quand vous prenez aujourd'hui le cas du Togo, il y a beaucoup qui n'ont pas d'informations, mais quand vous sortez, comment appelle-t-on, un tableau sur les intérêts de tous les pays qui viennent au Togo aujourd'hui, la France est très loin. Vous avez d'abord les Chinois qui occupent tout aujourd'hui. Vous voyez notre aéroport, c'est parti de 75 milliards à 150 milliards. Et tout n'est pas terminé. Et les Chinois ont exigé à gérer une partie de l'aéroport. Et quand vous allez dans la zone de l'aéroport, vous voyez en face de Huina-Chapelle, on leur a construit un entrepôt là-bas pour gérer le fret asiatique. Et ils habitent sur le lieu, ils n'achètent rien au Togo, la nourriture qu'ils mangent vient de la Chine. Même le jardinier, ils l'ont fait venir de la Chine pour cultiver les carottes sur place. Ça veut dire qu'ils ne sortent même pas pour acheter de la carotte sur la vendeuse d'à côté. Vous allez au port privé, qui est à côté du port, où on a dit c'est un port privé, LCT. Les Chinois sont rentrés dans ce capital à plus de 48% aujourd'hui. Et vous allez sur la route de la présidence, les Chinois sont en train de construire un immeuble là-bas qui coûte, on a dit 20 milliards, que c'est le nouveau centre administratif. Donc, quand vous faites tout ça, vous prenez les Chinois, vous prenez les Indiens,
qui sont là et qui font de l'extraction clandestine de l'or, des minerais dans ce pays, qui gèrent l'hôtel de février, qui ont des intérêts, qui ont pris les terres et tout ça. Vous prenez après les Israéliens qui ont les phosphates contre la sécurité du pays. La France vient derrière. Et elle est derrière. En tout cas, sur le cas du Togo, elle est derrière. Parce que quand on a concédé le 3e quai à Bolloré, les gens ont voulu avoir, comment on appelle ça, des actions, plus d'actions. Bolloré ne leur a cédé qu'une partie. Et comme ils n'étaient pas contents qu'on ne leur a pas cédé ce qu'ils voulaient, ils ont créé un pont particulier à côté du 3e quai, avec l'argent même du port autonome de Lomé. Et donc, c'est un business. Et donc, les gens n'ont pas les chiffres. Souvent, moi, quand je discute, Fabrice vient de le dire, avec des amis, je dis, mais nous ne travaillons pas suffisamment en Afrique. L'Africain travaille minimum 3 heures de temps par jour, selon le BIT. Contre 14 heures pour les Chinois et les Japonais et les Sud-Coréens, 8 heures ou 7 heures pour les Américains et les Européens. Parce que les gens qui vont dans l'administration toute la journée, les gens dorment. Les gens ne travaillent pas, parce qu'ils savent que le salaire est garanti. Et c'est en Afrique que nous faisons tous les jours des recensements pour dénicher les faux diplômés, les faux quoi, on dépense de l'argent. C'est en Afrique que toute l'année, on dépense de l'argent pour le renforcement de capacités des fonctionnaires. Tantôt on est à Palimé, tantôt on est à je ne sais pas où, toute l'année. Oui, donc moi je pense que certes, la France a une partie de responsabilité, mais la grande responsabilité nous incombe. Mais n'oubliez pas que du fait de notre retard, nous devons beaucoup à ces pays-là. Il y a des choses que les gens ne savent pas en termes de gestion d'un État. Est-ce que vous savez que dans les pays francophones, les premiers conseillers des ministères de la Sécurité sont toujours des Français? Mais ils n'apparaissent pas publiquement. Dans nos pays, ils tiennent des réunions. Oui, c'est pour ça qu'on dit que la France contrôle tout. Parce qu'on n'a pas les moyens. Parce que par exemple... Comment est-ce qu'on n'a pas les moyens? Je te donne un exemple. Par exemple, quand je dis le conseiller... Vraiment des généraux, oui ou non? Ah non, attendez. Quand je dis le conseiller, il est français, il est souvent de la DGSE, il est à l'ambassade. Ils font des réunions régulièrement avec nos ministres de la Sécurité, nos directeurs de gendarmerie et de la police, parce que nous n'avons pas les renseignements pour certaines choses. Quand on met par exemple des armes de guerre dans un bateau qui va quitter peut-être la Colombie pour arriver au Togo, le Togo a quel satellite ou quel élément pour savoir ça? Nous, nos renseignements, c'est des renseignements humains. Il faut suivre Ferdinand pour voir qui visite aujourd'hui. C'est comme ça. Quand il y a un crash au Togo, c'est la France qui nous informe. Quand il y a un crash au Togo, c'est la France qui va nous informer. Oui, mais nous avons quoi? Quand il y a un crash au Togo, c'est la France qui nous informe. Au Cameroun, un avion juste à quelques kilomètres, mais c'est la France qui a informé. C'est eux qui ont les satellites, c'est eux qui ont les moyens. Et ça se passe aussi dans les pays anglophones comme ça. Il y a ce qu'on appelle les échanges d'informations. Nous n'avons pas ces moyens-là. Par exemple, vous prenez le Togo aujourd'hui. En termes d'aviation, on n'a pas d'avion. Mais on a des généraux de l'armée de l'air. La marine, on a un contre-amiral ou 2 ou 3, mais on n'a pas de bateau. Donc, s'il y a même quelque chose à nos côtes là, c'est les Blancs qui viennent dire qu'il se passe quelque chose ici. La dernière fois, il y a un navire qui est venu, on a fait des exercices anti-drogue sur la mer togolaise. Donc, pour dire que nous dépendons de ces gens-là. Mais ce n'est pas seulement une question de la France. Si vous prenez les États-Unis en Amérique latine, ils font pareil. Ou bien, ils font pire. Vous voyez ce qui se passe au Venezuela. Ils sont en train de faire un coup d'État. Oui, bien sûr, avec un jeune de 35 ans qui est au Parlement et qui veut prendre tout. Bonjour Loïc Locom, merci de nous avoir rejoints. Quel commentaire vous faites de cette situation? Parce qu'aujourd'hui, c'est l'Italie qui semble lancer un pavé quand même dans la mare de la France, mais on connaît aussi les enjeux, les élections européennes. Non, je crois que tout est dit. Moi, je ne vais pas me focaliser sur le CFA, mais puisque globalement, Ferdinand a parlé de développement de l'Afrique et de ses obstacles. Et quand tu entends tout ça, tout ce qui est dit, la conclusion, c'est quoi? C'est la mauvaise gouvernance. On n'a pas envie de développer nos pays. Nos pays n'ont pas envie de se développer, ou du moins ceux qui nous dirigent n'ont pas en réalité la volonté de développer nos pays. C'est cela. J'ai l'habitude de dire dans ce studio, quand on aura créé des universités qui vont former des ingénieurs en ceci, en cela, en ceci, mais on aura envie de décoller, parce que c'est pas sorcier ce qui se passe. Il y a beaucoup d'ingénieurs qui ne trouvent pas à faire. Non, je t'explique. Non. Oui, bien sûr. Je viens, je t'explique. C'est-à-dire, tout le développement passe par l'éducation, c'est-à-dire la formation et l'éducation. Et si les Blancs sont arrivés là où ils sont arrivés, c'est parce que, justement, il y a les moyens qui sont mis pour les recherches, il y a les moyens qui sont mis pour l'éducation. Alors, quels moyens on met pour les recherches? On a les enseignants chercheurs, ils cherchent quoi? Rien.
au finish, quand tu vois ça, non, mais c'est ça qui fait mal. Ça même pas un ventilo. Mais ça qui fait mal. Là, je lisais un truc tout à l'heure sur un franco-ivoirien, un certain Thiam Sow, je sais pas, qui est aujourd'hui le meilleur économiste et banquier du monde, pratiquement. Ouais. Les grands journaux européens, tout le monde parle de lui. Tu comprends? C'est lui qui dirige la banque suisse, le crédit suisse, PDG. Tu comprends? Mais ce monsieur, attends, il était à Abidjan, entre-temps, on l'a nommé quelque part à un petit poste, après il a quitté pour partir en Europe, il a trimé, il est venu là où il est. Et là, on est en train de vouloir l'amener au FMI ou à la Banque mondiale. Pour une première fois, on veut mettre un Africain. C'est pour dire que pourquoi l'Africain réussit là-bas et il ne réussit pas ici? Parce que les conditions ne sont pas réunies. Les talents sont là, la capacité est là, tout est là. Erigato, tout est là, mais juste qu'il n'y a pas la volonté politique. La volonté politique se limite à la vision et qui n'est pas concrète, qui n'est jamais déroulée. C'est ça la réalité. Et ça vaut pour tous les États. Aujourd'hui, Kagame a voulu se démarquer un peu du groupe. Bien sûr que moi, j'ai toujours dit c'est un dictateur, bien sûr. Mais il a la volonté de faire développer son pays. Tu vois, même le monde, même les Européens en parlent. C'est devenu une destination touristique pour les Européens et tout le monde. Et chacun voit que le développement est concret là-bas. On ne le fait pas. On se contente que du minimum de nous amuser. Alors, on parlera comme Robert Doucet dans un de ses livres, l'Afrique en réalité est malade de ses hommes politiques. Oui, de ses dirigeants. Il n'y a rien à dire, c'est ça. Regarde, l'autre fois, quand on disait des policiers ou des gendarmes ghanéens, togolais ont traversé la frontière, il a fallu ça pour que j'apprenne qu'il y a une formation des Français qui sont en train de nous former sur la cartographie. C'est ça. Parce que, on n'a même pas. Parce qu'on a des policiers, des gendarmes, tout ça qui savent pas lire une carte. Alors que c'est le béaba. Si c'est la carte, on te montre la carte du monde, tu dois savoir que c'est comme ça, on lit la carte. Et qu'à ce niveau, ta frontière est finie. À ce niveau, si tu vas y avoir danger, à ce niveau, si tu vas y avoir explosif. Ils ne savent pas, eux, rentrent dedans. Et c'est maintenant, on forme les gens. Et 60 ans après l'indépendance, ce sont des réalités, c'est des petits trucs, on s'amuse. Et il faut qu'on soit capable de dire à nos dirigeants, on s'amuse, mettez-vous au travail pour qu'on puisse développer ce pays-là. Là, l'autre fois, il y a une réunion, on parle d'industrialisation du Togo. Mais, pour dire, je crois que c'est la ministre du Commerce sortante qui le faisait. Mais on vient parler de Togo qu'on veut industrialiser 60 ans après l'indépendance. Et on amène des amateurs, des fonctionnaires qui n'ont jamais créé. Comment des amateurs? Mais ce que je te dis, c'est ce qui s'est passé dans la phase, je t'explique. Parce qu'on amène des gens, des fonctionnaires qui n'ont jamais créé une unité de production, qui n'ont même pas, je sais pas, une table où on vend les chewing-gums, mais qui, leur seule spécialité, c'est justement de pouvoir organiser des formations, des coiffes, des ateliers pour se faire de l'argent. Et quelqu'un a eu le courage de leur dire dedans, parce que l'entrepreneur est convaincu dessus. Mais écoutez, mais vous venez nous parler de tout ça là. Arrêtez quand même, on parle d'industrialisation, arrêtez l'amateurisme. Parce que vous dites un programme pour industrialiser le Togo. Mais vous êtes là à faire comment vous avez la littérature. On finit, on va aller. J'allais terminer oui, bien sûr. On vient de nous publier la liste du gouvernement. Je crois que tu vas en venir. On va revenir sur le gouvernement. Je ne veux pas parler du gouvernement même. À l'heure où on se parle, c'est tellement dans des maisons, des fêtes sont en train de s'organiser parce que quelqu'un est nommé ministre quelque part. Où est le problème? Mais parce qu'il y a à manger. Les gens vont en politique pour s'enrichir, pour gérer les biens publics pour s'enrichir. Non, on va pas refuser aux gens d'être contents. C'est une mauvaise mentalité. Aussi longtemps qu'on est comme ça. Celui-là qu'on a nommé là-bas, après avoir fait la fête, il vient, sa première hypothèse, comment me faire entourer de cousins, de coquins, de coquines pour gérer. Et il gère le ministère, après 8 mois de gestion, on vient évaluer, c'est la poisse, c'est la poisse. On met parfois, même malgré notre médiocre budget, on met un budget approximatif à la disposition des ministères, mais à la fin de l'année, ils n'arrivent pas à tout consommer parce qu'ils ne savent pas comment faire des projets dépendables. Oui. Et finalement, le budget, soit il se le partage, bien ça retourne à la... Donc, il y a cette mentalité aussi à combattre. Aussi longtemps qu'on va rester dans cette considération que, Ami Atrozou, ministre, ça fait la fête, et tout le monde fait la fête. Mais je ne sais pas que vous parlez de vernaculaire. Je me débrouille en attendant ta petite sœur. Donc c'est un peu comme ça. Je crois qu'il faut que nous changions. C'est trop facile d'accuser les autres, franchement parlant. Oui, mais en même temps, comment est-ce qu'il faut relever ça? Alors si on fait le constat que en réalité l'Afrique partage le tort avec la France, ou même est plus en avant que la France dans la responsabilité, comment est-ce qu'il faut relever ça? Comment est-ce qu'il faut se relever? Je crois qu'il faut aller copier les Chinois. Encore? Il faut les copier parce qu'il faut prendre... Les Chinois ont déjà tout pris. Oui, non, je ne parle pas de la présence des Chinois. D'accord, ok. Je veux parler de la révolution chinoise. D'accord. Il y a en arrière, vous comptez 40 ans ou 50 ans, la Chine ne représentait pratiquement rien.
la Chine pouvait se faire compter parmi les pays, comment on l'appelait à l'époque, en voie de développement. Donc il a fallu qu'à un moment donné, qu'il y ait un Mao qui choisisse de révolutionner la Chine avec la volonté ferme de travailler, parce que les confrères, chacun a relevé ici qu'on ne travaille pas en Afrique. Il y a un auditeur qui nous dit, quel talent développons-nous dans un département comme la Flèche? Parce qu'aujourd'hui, il faut créer des génies pour développer le continent. Oui. Parce que la révolution. Je crois qu'avant d'en arriver au génie, on a besoin de tout, de toutes les facultés, de toutes les façons. L'éducation, c'est un tout. On a besoin d'avoir des littéraires, on a besoin d'avoir des scientifiques, mais avant tout cela, pour décoller ou pour réussir sincèrement, il faut que les gens aient cette volonté de travailler. Et quand les gens s'engagent à travailler, il faut que les gens aient l'amour de la patrie. Il faut que les gens comprennent que ce n'est pas nous ou rien, mais qu'après nous, il doit y avoir une continuité. Et c'est en cela que la gabégie, les gens qui se font coupables de détournement des deniers publics, les gens qui se font coupables de mettre la main à la chose publique, tous ces gens-là, je crois qu'il faut que les gens copient la Chine, parce que c'est ça, en fait, qui mine l'Afrique. C'est ça qui retrograde l'économie africaine, parce que j'ai entendu dire... Mais comment ils font? Ça dit qu'en Chine, c'est très compliqué de voler. Les gens qui volaient, ils savaient ce qui les attendait. Parce que les Africains, je peux tenter de nous comparer à l'âne. Parfois, l'Africain a besoin qu'on aille un peu avec du bâton, on le secoue. Ici, dans notre pays, on a parlé des crimes. Des crimes qui ne sont pas, bien sûr économiques, qui ne sont pas des crimes individuels, mais des crimes d'État, où les gens ont mis la main à l'argent, à la chose publique. Mais tous ces gens-là, ils sont beaucoup plus à l'aise que toi et moi ici. Donc ça veut dire que ce n'est pas le cas togolais seul, mais c'est ce qui se vit dans beaucoup de pays africains. Vous allez dans un pays comme le Nigeria, vous allez même au Ghana ici, à Cotonou, au Bénin ici, tous les pays, le Cameroun, tous les pays africains, il y a ce mal qu'il faut combattre. Et c'est justement ce que le Rwanda a combattu. La corruption. La corruption. Lorsqu'un pays arrive à se passer de la corruption, ce pays absolument, automatiquement... Actuellement, il y a l'autorité de régulation moi, je ne sais même pas comment on appelle cette autorité. Parce que depuis que ces autorités-là ont existé... Aujourd'hui, elles semblent se démarquer. Non, chaque fois qu'on met sur pied ces autorités-là, c'est le langage qui se tient. Ce sont les mêmes discours. Puis après, même, les premiers responsables, on ne les retrouve pas. Et puis, ce sont des autorités concrètes et qui tombent en désuétude. Ça tombe en désuétude, on n'en dit rien. Vous n'avez même pas une loi qui vient abroger. Mais les gens même disparaissent. Les gens qui sont dans cette autorité-là, vous ne les retrouvez plus. C'est le temps que ça prend. Et ça donne l'impression que dans les pays africains, les gens créent ces autorités-là pour régler des comptes. Vous connaissez l'opération Épervier au Scorpion au Cameroun. Au Cameroun, où on a créé la même situation pour seulement saper les gens dont la tête ne plairait pas. Donc, dans beaucoup de pays africains, sauf que les gens aient la volonté de faire du sérieux. On ne fait pas du bon. On crée des situations pour seulement apeurer les gens que, bon, voilà, l'autorité est là, celui qui fait... Mais ceux qui font, et nous vivons. Regardez dans ce pays, j'ai dit aux gens qu'il faut faire une simple gymnastique. Circuler dans Lomé. Vous voyez les meilleures maisons, les grosses bâtisses, ce ne sont pas des hommes d'affaires. C'est des commis des administrations, des gens qui travaillent, qui prennent un salaire. Ils construisent une, deux, trois. Vous voyez les voitures luxueuses. Ce sont les mêmes personnes. Mais on connaît leur salaire. Qu'est-ce qu'ils vendent? C'est de la drogue? C'est quoi? Et personne n'en parle. Donc c'est ça qui tue l'Afrique. Et je crois que c'est ce que tous les pays africains doivent chercher à corriger. Je demanderai votre avis tout à l'heure sur les membres du gouvernement, puisqu'on en connaît au moins 23 aujourd'hui, en attendant que des postes comme la communication, le sport, l'agriculture ne soient pourvus. On reviendra sur ces sujets. Oui, Fabrice, on fait un dernier tour de table sur le sujet, puis on passe à... Oui, j'aimerais un peu réagir par rapport à ce que l'auditeur a envoyé. Oui, c'est vrai, à quoi sert la littérature dans un pays qui a faim? On a longtemps on a disserté ou lutter pendant longtemps et autres. Oui, mais quand vous dites aussi que vous voulez former les scientifiques
Parce que quand vous venez, vous dites à un élève de 3e, par exemple, que bon, que quoi, l'alcool iodé colore quoi, et tout ça là, ça se fait par des mots où il n'y a même pas l'observation. Où il n'y a même pas l'observation. Oui, vous avez des scientifiques. Oui, maintenant, les littéraires, ils remplissent, ça vaut rien, oui. Mais maintenant, ce que vous avez formé comme scientifique, ils ont fait quoi? C'est ça la question. Quand vous avez des ingénieurs agronomes en politique dans les bureaux, au lieu d'être là à exploiter les vastes terres vides qui sont là et on ne sait quoi faire. Donc, quand vous voulez former les scientifiques aussi, formez les scientifiques. Les vrais. Oui, les vrais. Et non pas donner des diplômes à des gens qui, à un moment donné, dans un laboratoire même, ils ne savent même pas faire un circuit pour allumer 2 ou 3 ampoules en série et tout cela. Et autres. Il faut former effectivement de vrais scientifiques et ne pas sortir des gens qui en réalité sont passés par des filières scientifiques mais ils ne sont capables de rien et finalement ils sont obligés de venir gonfler le nombre des autres intellectuels présents sur le terrain. Je crois qu'il s'agit de ça. Et aujourd'hui, oui, il faut développer. Je crois qu'il faut faire le développement dans tous les domaines, parce qu'on ne prend pas seulement un domaine. Il y a eu un ministre en une année qui a sillonné tous les pays pour dire aux gens, tous ceux qui font les séries littéraires, là, ça ne vaut rien. Tout le monde est allé dans les séries scientifiques. Bon, des années après, c'est quoi le résultat? Aujourd'hui, quand vous prenez un pays comme le Nigeria, oui, les gens travaillent, mais quand vous prenez ce que le cinéma ivoirien rapporte, et pas ivoirien, nigérien rapporte, mais vous allez... Quelque part aussi, c'est des éléments qui peuvent contribuer à l'économie. Dans tous les domaines, il y a des emplois. Maintenant, ce qu'il faut encourager les gens à faire, c'est la création des entreprises. Il ne faut pas aussi créer des entreprises pour créer et grossir les statistiques, parce qu'on va vous dire en 6 mois, il y a eu tel nombre d'entreprises créées. Il faut chercher à savoir quand les gens les créent. Est-ce qu'ils arrivent à aller loin? Pourquoi ils ferment rapidement? Et quand ils sont là, pourquoi ils n'arrivent même pas à avoir plus ou moins 2 agents? Je crois que tout passera par là. Aujourd'hui, ce n'est pas une question forcément liée à quelle formation tu fais, mais l'université forme, mais après il faut qu'on inculque aux gens la capacité de pouvoir se donner un emploi puisque l'État-providence est terminé. Ferdinand, et puis on passe à notre sujet en 1 minute et demie, parce que là, on a beaucoup de sujets à développer ce matin. Moi, je crois que la question est très complexe, telle que les gens ont rebondi sur la sortie des Italiens. Vous savez que l'Italie, c'est l'extrême droite. C'est vrai qu'aujourd'hui, les Africains sont contents parce que l'Italie est en train de cogner la France, mais c'est un problème interne à l'Europe d'abord. Et puis, l'extrême droite italienne, c'est quand même les racistes. Et vous savez que l'Italie a des soucis avec la France en Libye, parce que l'Italie, originellement, avait des intérêts énormes en Libye. Tout le monde sait l'état dans lequel l'Italie a laissé la Somalie pendant la colonisation. Ça, les gens oublient de le mentionner. Moi, généralement, quand je discute avec des amis qui sont en Europe et qui sont les plus grands panafricanistes, qui nous insultent en disant qu'est-ce que vous faites, il y a ceci, il y a ça. Je leur dis, mais vous qui tenez les passeports américains, français, belges et tout ça, et qui pensez que les pays qui vous accueillent sont de mauvais pays, jetez vos passeports, et comme c'est la Russie et la Chine qui sont vos modèles, allez rester là-bas. Et ils se fâchent. Je dis, mais il faut qu'on soit conséquent envers nous-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, ce que les gens ne savent pas, les pays qui veulent avoir aussi la porte d'entrée en Afrique, comme ceux qui étaient déjà, financent des réseaux de ce genre de réseau qui s'attaquent à ceux qui sont déjà là pour ouvrir des portes. Les gens ne le savent pas. Et donc, moi je dis, on ne sera ni chinois, ni français, ni américain. Si nous sortons, c'est qu'on est africain. On se développe nous-mêmes. On cherche notre propre voie. Et ça passe pas tout ce qu'on vient de dire ici. L'éducation, la connaissance. Parce que quand vous prenez l'histoire, l'Europe, depuis la nuit des temps, il y a eu d'abord la libéralisation des énergies. Il y a eu des révolutions culturelles, intellectuelles. Et les gens aujourd'hui gagnent de l'argent parce qu'ils ont la connaissance. Les gens qui fabriquent des avions, qui fabriquent des bateaux de croisière qui coûtent des centaines de milliards. Mais c'est la connaissance. C'est la connaissance qui leur permet d'en arriver là. Quand vous prenez un pays comme la Corée du Sud, ils n'ont pas fondamentalement de grandes richesses sur leur territoire, mais ils ont investi énormément dans la technologie, dans l'éducation. La preuve aujourd'hui, tout le monde tient un Samsung. Je ne sais pas si vous comprenez. Et ce que Samsung rapporte à la Corée du Sud, Dieu seul le sait. Alors, dans nos universités, on vient de le dire, nos écoles nationales d'ingénieurs, ils n'arrivent même pas à fabriquer un vélo. Ils n'arrivent même pas à fabriquer je ne sais pas quoi, un ventilateur. On ne peut même pas démonter le ventilo pour dire on va le remonter pour voir
comment est-ce qu'on peut l'adapter sur le plan local? On n'arrive pas à faire ça. Et plus grave, on est toujours accroché, comment appelle-t-on, à ce qui nous revient de l'Europe, même ce que nous mangeons, même les habits que nous portons, même les sylves que nous portons, les médicaments que nous... Bon, aujourd'hui, on a un ministère qui va s'occuper de la promotion de la consommation locale. Je pense qu'il faut investir dans la recherche, il faut créer les universités technologiques, il faut mettre les moyens. En ce qui concerne le sous-développement, la dernière fois, le pasteur de mon église a lancé une journée des talents. Si vous voyez les enfants, ce que les enfants de 12 ans ont fabriqué, c'est pas possible. Les avions volants, les drones volants, voitures et autres. Ces enfants qui disent qu'ils veulent devenir ingénieurs, j'imagine ce que deviendront ces enfants dans mon pays sans les moyens de leurs parents. Je termine par là. Et n'oubliez surtout pas que il y a des études qui prouvent aujourd'hui, comment je peux appeler ça, une corrélation entre le détournement des fonds en Afrique qui dépasse même l'aide publique au développement. C'est-à-dire que l'argent que des politiques ou les chefs d'État africains détournent et qui mettent dans les banques à l'étranger dépasse même l'argent de l'aide au développement que nous recevons. Et donc, la pauvreté vient de là. Et enfin, nous tuons les talents dans nos pays. Je vais vous donner un exemple avant de terminer. Vous savez que dans nos villages à l'époque, nos grands-parents qui sont des forgerons, tout ça, ils fabriquaient des armes. Nous sommes d'accord? Parce que pour dominer le monde, il faut avoir des armes. Les gens fabriquaient des armes. Parce que quand les gens disent que oui, nous voulons combattre les Occidentaux, vous savez quoi? Les gens fabriquaient les armes chez nous. Mais à partir du moment où nous avons des régimes qui se sont installés et que ces régimes supposaient que ces armes-là peuvent être une menace pour eux, on a lancé des projets comme ramassage des armes légères. On a tué tous ces gens-là. Et on est obligé aujourd'hui d'aller acheter les armes chez les Blancs. Alors que ces forgerons-là, on aurait pu leur demander comment vous arrivez à fabriquer les armes. Et on va mettre de l'argent dedans et on va les former, on va avoir des armes plus faciles. C'est comme ça que le Blanc a réussi à dominer le monde. Mais nous, dès que tu commences par fabriquer quelque chose, on te dit, mais ça c'est une menace contre la sécurité intérieure de l'État. On te dégage. Et il faut qu'on contrôle tout ça. De toute façon, le ministre, il y a que l'a répété la dernière fois, il faut qu'on sache qui sont dans le pays, qui fait quoi, qui ne fait pas quoi. Et c'est très important. Alors, je voudrais qu'on parle maintenant du gouvernement de Faure Gnassingbé, puisqu'on en a un nouveau le vendredi dernier. Oui, on parlera de l'Assemblée, calmez-vous, Loïc Lawson. Je suis d'accord avec vous, Fabrice, le gouvernement c'est plus chaud, c'est plus frais, comme on dit. Alors, hier soir, tard, ceux qui sont endormis tôt, c'est ce matin seulement qu'ils ont découvert qu'on a un nouveau gouvernement. Et je parie même qu'il y a des ministres ce matin qui se sont rendus compte que soit ils ne sont pas dans le gouvernement et que voilà, ou ils sont reconduits à leur poste. Je vais vous donner la parole premièrement, Loïc, puisque hier, en même temps, on a connu dans peut-être que c'est deux messages, deux communiqués différents, mais c'est hier soir qu'on a connu et le Premier ministre et l'ensemble de son gouvernement. Et il y en avait qui marchaient vers la primature quand même, hein? Non. Moi, je réponds à cette question avec assez d'aisance, oui, parce que si tu t'es contenté, et je sais que toi tu l'as pas fait, mais beaucoup l'ont fait, si tu t'es contenté de la une du journal sans le contenu, tu peux répondre comme ça. Alors que déjà dans le chapeau, c'était clair qu'au cas où le Premier ministre ne serait pas reconduit. J'ai été clair dans l'article, je ne passe pas par mille chemins pour me défendre là-dessus. Parfait. Donc le Premier ministre Kassou est reconduit. Bon, maintenant, de quelle manière, que si tu veux... Oui, parlons-en. Aujourd'hui, au niveau du gouvernement, enfin, je ne sais pas si vous parlez du gouvernement, mais au niveau de la communication de la présidence de la République, on parle de continuité dans la dynamique en cours pour davantage de performance dans les réformes et l'impact social. C'est ce qu'on mentionne. Et quand vous voyez le Premier ministre reconduit et l'ensemble de son gouvernement, quel commentaire vous en faites, Loïc? Bon, il est reconduit, je pense que c'est tout l'ensemble, c'est la grande majorité, je crois, de son gouvernement qui est revenu. Et on a eu quelques-uns qui sont partis. Oui. Et puis ben voilà, on a amené certaines d'autres personnes. Maintenant, c'est la phrase que tu viens de lire, c'est ce que j'ai envie d'entendre depuis 15 ans, 20 ans. Hein, un nouveau gouvernement pour ceci, un nouveau gouvernement pour faire cela. Mais au finish, c'est que... on est là où on est. Tout à l'heure, on vient de le dire, l'Afrique ne bouge pas, on ne bouge pas en réalité. Et moi, je souhaiterais, si en un an, ce gouvernement peut être assez dynamique et dire, et faire comme tu l'as dit, moi je dis bravo. Bravo, on peut pas, moi je ne veux pas les sous-estimer pour le moment.
Mais je me dis, peut-être qu'on va les requinquer pour qu'ils puissent travailler et étonner les Togolais. Ce à quoi, et je suis Saint-Thomas, j'attends de voir. Parce que quand la plupart sont déjà de retour, c'est-à-dire, pour moi, le développement du Togo, les problèmes sociaux, le PND, je sais pas, les réformes, ce gouvernement fait 3 ans, ça piétine. La grande équipe est revenue. Je ne sais pas si, j'attends de voir. Peut-être que Fort Simbe a eu à passer un message en vestiaire à toute l'équipe pour dire, pour les requinquer, leur dire voilà comment faire pour qu'on puisse maintenant réussir. On attend de voir. Ils ont moins de 12 mois maximum pour 2020, puisque l'élection, je crois que c'est déjà en février. Donc, on attend de voir. Allez-y, sur le gouvernement. Pour quel chantier finalement avant 2020? Non, bon, je crois que le gouvernement, beaucoup l'avaient prédit. Moi-même, personnellement, quand j'avais eu l'occasion sur certains plateaux, j'avais dit que je ne suis pas en train de voir ce gouvernement être dans son intégralité changée. Je disais même que je suis en train de voir qu'on va ramener les gens à 80%. Et sur un autre plateau, j'avais déjà dit que celui qui nomme, c'est le premier des Togolais, c'est Faure Gnassingbé, le président Faure Gnassingbé. Et quand les gens faisaient des commentaires par rapport à Classou, je disais non mais écoutez, celui qui l'a nommé, seul est maître et sait s'il en tire satisfaction ou pas. Et j'avais dit que tous les Togolais feront des commentaires divers sur la personne du Premier ministre et de son gouvernement. Bon, maintenant, nous y sommes. Et moi, j'ai vu 2 choses vraiment nouvelles. Nouvelles parce qu'on nous a ramené le Premier ministre. Oui. Et historiquement, vous avez un Premier ministre de la zone méridionale, vous avez le président de l'Assemblée. Équilibre géopolitique. Équilibre géopolitique. Et cette fois-ci, nous avons fait le genre, on nous a mis une femme. Depuis plus de 40 ans, on nous met maintenant une femme à la tête de l'Assemblée nationale. C'est une femme dynamique, en passant, je ne vais pas faire trop de commentaires, c'est une bonne chose. Elle est issue de la région des Plateaux et on nous ramène encore un Premier ministre. Donc ça veut dire que pour moi, nous sommes sortis d'un carcan historique où les gens pensaient qu'au Togo, c'est automatique, le Premier ministre est d'un coin, le président de l'Assemblée est de l'autre coin. Nous sommes allés à une nouvelle... On semble changer les paradigmes. Bien sûr, pour que les gens comprennent que les gens ont gagné les élections, ils sont en train d'assumer ce que tout le temps nous avons souhaité voir. En dehors de cela, je vois également que les mêmes erreurs veulent se répéter. Comment ça? Quand je dis erreur, nous avons connu des moments où, ici, on a fait en 3 temps un gouvernement. Et quand vous regardez ce gouvernement, celui qui est sorti hier, il n'est pas complet. La nouveauté aussi que je voulais relever, c'est que le Premier ministre est connu, immédiatement son gouvernement est connu. Donc, alors que par le passé, c'est la première fois, moi je vois ça au Togo. Au Togo, c'est la première fois que vous avez en même temps le Premier ministre et son gouvernement. Avant, quand on connaît le Premier ministre, on fait des semaines. Et après, on vous donne les mêmes personnes comme ça a été fait. Et donc, c'est une nouveauté. Comment on peut expliquer ça? Une bonne nouveauté. Une bonne nouveauté. Ça donne l'impression qu'on veut vraiment travailler. En même temps, on va aller au plus vite. La Constitution dit à 67. Et maintenant, à moins que je me trompe, que voilà, le président de la République nomme le chef du gouvernement, le Premier ministre. Lui, il propose des gens que le président nomme. Alors, on se pose la question. Comment ça a été possible? Ça a été fait? Non, mais moi, je dis que les gens donnent l'impression... Comment ça a été fait? C'est une nouveauté. Je n'ai jamais vu ça au Togo. Je ne sais pas comment ça a été fait. Je ne vais pas juger la nouveauté, mais tous ceux qui ont suivi ça savent que c'est du nouveau. Il n'y a jamais eu ça par le passé. Beaucoup. Maintenant, ce qui est encore bizarre, c'est qu'il reste des portefeuilles. Par endroit, on ne dit rien. Communication, sport, promotion civile. Est-ce que les ministres qui étaient là sont encore en place? Mais quand quelqu'un est en place, on le relance. Maintenant, on n'a pas relancé les gens. On n'a rien dit. On a fait table rase. Donc, les gens sont sur leur soif. Vous avez des agents, par exemple, qui sont à la communication. Nous-mêmes, ici, on se demande, on n'a même pas évoqué, personne n'a dit qu'il reste des portefeuilles à pourvoir. Maintenant, les gens se demandent est-ce que finalement, nous aurons un ministre ou bien on va prendre un décret pour dire que tel ministre va
s'occuper des départements. Donc on est dans l'attente pour dire que le gouvernement est encore incomplet. Merci beaucoup. Fabrice. Oui, bon, il faut dire que par rapport à la nomination de Classou, oui. C'est vrai que nous, dans nos précédentes parutions, nous avions plaidé plutôt pour un Premier ministre beaucoup plus politique, parce que nous estimons que les chantiers qui sont là seront forcément des sujets politiques. Alors, notamment les réformes. Sur le plan économique, je ne vois pas qu'est-ce qu'on va nous dire exactement cet après-midi, parce qu'en réalité, en 2020, avec l'élection présidentielle, on devait repartir à zéro en fonction de celui qui sera élu. Et donc, aujourd'hui, la première patate chaude dans les mains du gouvernement, ça doit être naturellement les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Et puis après ça, il faut penser à organiser les locales et pourquoi pas préparer la présidentielle. C'est des sujets éminemment politiques. Et donc, quand vous voyez le temps que ce gouvernement aura, je crois que c'est à juste titre qu'il a carrément été reconduit, parce que moi je parle même pas de formation d'un nouveau gouvernement, mais je parle, ça s'apparente beaucoup plus à un remaniement ministériel. Oui. Parce que quand vous voyez, hier, je n'ai pas suivi en direct, mais quelqu'un m'a passé l'enregistrement télé. Mais au début, quand je suivais, je me demandais si c'est pour cette année ou c'était l'ordinaire, parce que c'est pratiquement la même chose qui se répétait jusqu'à ce que vers la fin, il y ait eu quelques petits changements. Donc, au finish, je vois que ça a été beaucoup plus un remaniement, surtout que le même Premier ministre a été reconduit. Donc, naturellement, il est revenu avec la grande partie de son ancien gouvernement, avec quelques ajustements au niveau de la fin. Maintenant, ce qui saute aux yeux, effectivement, c'est qu'il y a des départements classiques qui n'ont pas de titulaire. Par exemple, la communication, l'agriculture, le sport, les enseignements primaires et autres. Et donc, là aussi, pas d'inquiétude, parce qu'on a eu une jurisprudence dans ce domaine-là, puisque l'avant-dernier gouvernement a été réajusté à plusieurs reprises, et jusqu'à même à la démission de l'avant-dernier gouvernement, il y a eu toujours des listes additives des ministres qui s'ajoutaient au fil du temps. Donc forcément, ça doit être cette pratique-là qui risque encore de se répéter, parce que je ne vois pas un gouvernement sans le ministère de la Communication et de l'Agriculture, qui sont des départements très importants. Donc, maintenant, en ce qui concerne le Premier ministre qui sort en même temps avec son gouvernement, c'est vrai que c'est inédit. On n'a jamais, généralement, on nomme un Premier ministre et prend le temps de faire les consultations. Et puis bon, même si dans ces consultations, on sait qu'en réalité, il ne nomme aucun ministre. Dans la réalité, c'est pas lui qui nomme. C'est pas lui qui propose. Et puis même, je crois que l'article là, il était beaucoup plus clair, je crois, dans la Constitution de 92. Je l'ai dit, hein. 92. Article 66. Le président de la République nomme le Premier ministre dans la majorité parlementaire. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Sur proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions. Le président de la République préside le Conseil des ministres. Article 66. Oui, c'est pour cela que je dis qu'en réalité, par rapport aux prochaines réformes, c'est un article qu'il faut vraiment clarifier. Parce que entre celui qui propose et celui qui nomme, dans les faits, quand vous regardez, en réalité, le pouvoir revient beaucoup plus à celui qui nomme. Et donc, je crois qu'il faut carrément clarifier ça pour dire carrément que on dit le chef du gouvernement, c'est lui qui va propose. Bon, enfin, cet après-midi, quand même, sa politique générale. Oui, bien évidemment. Je crois que ça avait un sens. Or, le gouvernement est sous l'autorité du chef de l'État. Et ça avait un sens. Par exemple, lorsque le pays fonctionnait un peu comme un régime beaucoup plus parlementaire, parce que à supposer par exemple que l'opposition était allée à ces élections et avait la majorité au niveau du Parlement, vous allez voir que ça devait être un autre cas de figure, puisque le Premier ministre est issu de la majorité parlementaire. Alors ici, la majorité parlementaire se confond avec la majorité au pouvoir. Et donc, dans ce cas de figure, il ne va pas vraiment avoir beaucoup de bras de fer autour de qui on nomme exactement. Moi, je te nomme,
et je te demande de me faire des propositions. Bon, en français, une proposition, ça reste une proposition. Il peut proposer peut-être 2 ou 3 de ses amis, mais dans la pratique, je crois que quand vous allez demander à un ministre, c'est le chef de l'État qui m'a nommé. C'est ce qu'il vous dira exactement. Donc c'est pour cela que moi je souhaiterais qu'à l'avenir il faut clarifier ça. La Constitution. Bien évidemment. Abidal Faizotou. Oui, moi je crois qu'en mine d'une semaine, bien de 10 jours, il y a un bouleversement. On a deux violations de la loi fondamentale. D'abord, ça a commencé par le Parlement qui a donné le mauvais exemple avec ce que vous avez vu, la modification du règlement intérieur. Non, ça n'a pas eu lieu. S'il vous plaît, la modification du règlement intérieur qui faisait souffrir la Constitution, il a dû avoir Abdou Souma qui a tapé du poing sur la table pour qu'on remette les pendules à l'heure. Ça, c'est la première. Puis ça ne vient pas de n'importe quel département. Ce sont des députés qui, d'entrée du jeu, violent une constitution. Secondo, nous sommes en train de voir un gouvernement qui naît, et dans sa naissance, naît avec la violation de la constitution. L'article 66 a été clair. On nomme un premier ministre et il fait consultation et maintenant... Non, on n'a pas dit qu'il fait consultation. Maintenant, s'il vous non, plaît, il propose, oui. Mais les textes sont là. Oui, quand on va de proposer, il faut consulter les gens. Maintenant qu'il est né, s'il vous plaît. Allez-y avec ça. Maintenant qu'il est sorti en même temps comme un nouveau-né qui sort, s'il vous plaît. Attendez, monsieur. Maintenant que notre Premier ministre est connu en même temps comme un nouveau ministre qui sort d'une femme avec un nouveau-né qui sort d'une femme avec le placenta, on les connaît les deux en même temps, on ne sait pas qui a consulté avant qu'ils viennent. Bon, maintenant on prend acte. Ça fait problème. Et puis quand c'est un gouvernement qui est censé venir placer les grandes donnes pour que les gens suivent, qui naît dans la violation du constitution, ça fait problème. Maintenant, quand tu vois les différents postes clés qui manquent à l'appel, c'est vrai, on est en train d'aller vers le remake d'il y a 3 ans, une liste qui va venir d'ici peut-être 16 heures pour ajuster, peut-être après 2 jours une autre liste qui va venir pour nous faire connaître le gouvernement définitif. Moi, je m'interroge. Quand on prend le sport, ce n'est pas quand même un portefeuille négligeable. Actuellement, l'industrie du sport, du football par exemple, précisément, je ne vous enseigne rien. Quand on prend la communication, il va quand même, on peut tout pourrir, on te voulait quand même un ministre de la communication. Quand tu reviens au ministère de l'Agriculture qui est aussi absent, mais de tous les ministres, de tous les portefeuilles qui composent le gouvernement, quand tu regardes le budget, le ministère de l'Agriculture fait quand même partie, à quelques encablures faits avec le ministère du développement à la base, des ministères qui engloutissent beaucoup de milliards. C'est-à-dire le budget, quoi, que ce soit les fonds qui viennent de l'extérieur ou bien la part taillée par le budget, c'est des ministères budgétivores. Et qu'on dit que l'agriculture n'est pas là, ça me fait pour me poser une question. Je sais actuellement qu'au niveau de ce ministère très sensible et capital classique, il y a une fraude qui est en cours. Je me dis, quelle fraude? Ouais, une fraude de l'affaire du bateau. Du riz. Oui, du riz là, qui est venu, on l'a renvoyé, on l'a ramené. Et je pense que, je ne sais pas si on va en parler, c'est une fraude gigantesque qui est en cours. Est-ce qu'on a laissé M. Agadazi là-bas pour qu'il achève cette fraude avant de voir s'il a réussi, on le reconduit, ou s'il n'a pas réussi, on le change. Je m'interroge parce que celui qui fait la fraude avec lui, c'est une grande dame et ce n'est pas n'importe laquelle. Merci beaucoup, bien ça. Ça me taraude beaucoup. Je vais donner la parole à Fergue tout à l'heure. Vous voulez placer juste un mot? Non, oui. Vous faites attention quand même à la règle. Peut-être d'avoir la parole. Non, je bon, allez-y. Puisqu'on a quelques secondes avant la pause. Qu'il y a une ambiguïté peut-être au niveau de l'article 66 par rapport à la nomination du Premier ministre et de la formation du gouvernement, nous tous. J'ai entendu des gens me poser la question tout à l'heure si c'était une nouveauté positive ou négative. Bon, sauf que aussi, on a bien dit que le président de la République nomme le Premier ministre qui propose les membres du gouvernement qui sont nommés par le président. Sauf qu'on n'a pas dit aussi qu'il y a un délai où le Premier ministre doit attendre avant de faire ses propositions. Donc c'est un travail... Non, écoute, je crois qu'il faut aller revoir cet article-là pour le clarifier. Mais pour moi,
j'ai dit que c'est une nouveauté. Je peux la qualifier de positive ou de négative. Mais ou bien le Premier ministre a été nommé, personne n'est au courant, il a fait des consultations et son nom est dévoilé au même moment que peut-être le vote du qu'il a gouvernement. été nommé 2 jours avant, eux ils ont fait leur consultation avant de dévoiler. Monsieur, mais il n'y a pas un temps, il est là. Ce n'est pas précisé. Merci beaucoup. Il est midi sur la radio Taxi FM Lomé. Taxi FM. Nous n'aimons pas le conformisme, mais des débats contradictoires pour la vie démocratique. Taxi FM, la radio géniale. Taxi Presse sur Radio, Taxi FM Lomé, il est midi, presque 2 minutes. Taxi Presse, donc avec Ferdinand Haïté, Abi Alpha Isotou, Fabrice Fetizi, Tchanyawa Remiaou et Loïc Lawson, avant de les retrouver pour la suite du débat. Nous avons au téléphone la rédaction de Taxi FM avec Jean-Marie. Jean-Marie, bonjour. Bonjour Loïc, bonjour à tous. Vous êtes au programme pour Taxi, midi, exceptionnellement aujourd'hui à 13h. Quel est le contenu de votre journal? Eh bien, dans l'actualité, c'est l'homme comique Lasso reconduit au poste de Premier ministre. Il dirige le nouveau gouvernement composé de 23 portefeuilles. Également retenu en titre la coopération entre les universités en Afrique, un partenariat public-privé possible dans l'enseignement supérieur à travers le cas ESA du Togo et l'université d'Abomey-Calavi du Bénin. Enfin, sport, avec la 14e journée de la D1, sans pays, la phase retour s'ouvre ce dimanche avec un fumant ASOTA Bekinti assure au stade de la Jeunesse Club d'Agoinivé. Voilà pour l'essentiel en titre. Merci beaucoup Jean-Marie Leblanc. On vous retrouvera tout à l'heure pour le développement de tous ces titres. Retour en studio avec les confrères. Ferdinand, c'est vous qui devez prendre la parole par rapport au gouvernement qui vient d'être formé. Oui, d'abord c'est quelque chose d'inédit parce qu'on en débattait ici vendredi. Oui, on a passé 3 semaines, je crois bien 3 semaines. On a évoqué le cas d'autres pays, le Gabon, même le Burkina Faso récemment. On a passé 3 semaines ou plus qu'un mois à tourner en rond. 20 jours. Oui, pour nous sortir quelqu'un qui était à côté. Et puis nous sortir les mêmes ministres. Ça pose quand même un problème du sérieux qui est au sommet de l'État, parce qu'on a l'impression que les gens ne prennent pas leurs responsabilités vraiment, ou ne sont pas ne prennent pas leur boulot au sérieux, parce qu'on nous sort des gens comme ça. Et puis on se permet de violer la Constitution. En réalité, c'est un viol de la Constitution, parce que quand vous lisez l'article 66, il y a comment appelle-t-on? Il y a un acte qui vient avant un autre. C'est-à-dire que il y a un acte, l'article est clair, hein? Il y a un acte qui vient avant un autre. Le président nomme le Premier ministre. Oui. Le Premier ministre propose les membres du gouvernement. Ça veut dire que les deux ne sont pas nommés avec le même décret. Absolument. Parce qu'il y a des conséquences juridiques. Ça veut dire que les deux... C'est pas le même décret. Non, c'est 2 décrets différents. Oui, les deux ne sont pas nommés avec le même décret. Au même moment. Les deux ne doivent pas être nommés avec le même décret. Mais... l'impression qu'on a avec ce qui s'est passé, c'est que dans la foulée, on a nommé les gens, et puis bon, le Premier ministre apparaît de plus en plus comme quelqu'un qui ne tient pas les câbles, c'est une marionnette, qu'on manipule. Et donc, c'est un garçon de course. C'est ça qui est quand même dommage, même si on prenait les mêmes décrets le même jour. Il ne fallait pas les rendre publics le même jour. Oui. Il fallait peut-être rendre le premier décret le matin, et puis quelques heures, rendre le décret qui annonce le gouvernement. Parce que des gens peuvent se permettre de dire au Premier ministre, nous sommes sortis le même jour. Qu'est-ce que tu veux me dire? Donc le Premier ministre devient en réalité le premier des ministres. Oui, comme le Camerounais l'a dit dans la vidéo. C'est-à-dire qu'on met un monsieur, des gens quelque part, on dit venez, et puis le premier qui arrive, il est le Premier ministre. C'est ça le problème. Vous voyez. Bon, maintenant... on a passé aussi tout ce temps pour nous sortir un gouvernement incomplet. Tout ça démontre qu'on n'est pas sérieux. C'est-à-dire que on publie le gouvernement au complet ou on ne le publie pas. Qui vous dit que le gouvernement n'est pas complet? Non, il n'est pas complet. Non, c'est-à-dire que le chef de l'État dit pour la communication, je n'ai pas besoin de ministre. Mais non, attendez, Eric. Bon, ça serait vraiment encore inédit. Est-ce qu'aujourd'hui, on vous a dit... Non, attendez. Est-ce qu'aujourd'hui, on vous a dit qu'il y a le ministère... On n'a pas besoin de répétition. Attendez. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le décret, on vous a dit qu'il y a un poste de ministère de la communication à pourvoir? Oui. Rien n'a été dit. Nous faisons le constat. Nous sommes des journalistes. On fait un constat. Oui, on aurait pu nommer l'ensemble du gouvernement, trouver tous les ministres avant de le rendre public. Cette manière de faire n'est pas sérieux. C'est pas du tout sérieux. Parce que lorsqu'on annonce que l'après-midi, le gouvernement sera devant l'Assemblée nationale, pour prendre, comment on appelle ça, pour avoir l'onction du Parlement. Donc c'est un gouvernement incomplet qui va aller présenter un programme à l'Assemblée nationale. Parce
présenter un programme à l'Assemblée nationale, le Premier ministre fait une réunion avec l'ensemble des ministres. Oui. D'abord, chacun dans son domaine propose un axe. Et les grands axes, et le Premier ministre rédige. Alors, vous doutez même de... Oui, parce que... Si ça a été fait, il y aura à lire. Parce que les gens ne savent... Donc le Premier ministre va faire tout à l'heure un discours sans les aspects agriculture, sans les domaines enseignement primaire, secondaire, sans le domaine de la communication. Parce que les préposés à ce poste-là ne sont pas là. Donc nous sommes en train de s'amuser avec la République. Donc moi je pense que... Oui. Nous voulons supplier ce qu'on a mis là-bas, parce que c'est l'argent du contribuable qui les paye. Il faut qu'ils fassent le boulot selon les caisses de la République. Il faut qu'ils travaillent, parce que c'est les gouvernants qui doivent mettre les citoyens au boulot. Mais quand les gouvernants démontrent qu'ils ne prennent pas leur boulot au sérieux, ceux qui sont en bas ne vont pas travailler aussi. Je vous donnerai la parole, ça vous rassurez-vous. Loïc Lawson. Ben, je sais pas. On vit des choses spéciales et des choses assez exceptionnelles dans le pays. Et comme dit Ferdinand, moi je dis, et je le dis aussi souvent, faisons les choses bien. Quand on fait les choses bien, en respectant les tests, on donne des exemples aux enfants qui sont en train d'arriver. Tu comprends? Parce qu'aujourd'hui, le débat autour de tout ça dans les salons, à la maison, au cours du déjeuner à midi, devant les enfants, ça serait ça. Et les parents vont parler, dénoncer, parler du voilà comment ça se passe. Et les enfants écoutent sans me parler. Il y a des enfants qui sont très intelligents, ils écoutent et se disent, ah, c'est comme ça le pays est conduit. Donc, tu comprends? Faisons toujours les choses bien, donnons le bon exemple. Maintenant, j'apprends que le gouvernement est incomplet ou bien il est manchot parce que... Non. C'est-à-dire le gouvernement actuel publié, il est manchot, parce que Gilchrist doit rentrer aujourd'hui et doit proposer des gens. Oui. Mais pourquoi dans le gouvernement, il n'y a pas les ministres Non, Ferdinand, j'arrive. Parce que, mais justement, parce qu'il a déjà proposé qui ont été rejetés. C'est-à-dire, tu connais Guy, il va chercher des gens bizarres. Non. Pour la clarté des idées, l'UFC a proposé des ministres pour ce gouvernement et des ministres qui ont été rejetés. J'ai dit, j'ai une source tout de suite qui vient de m'informer comme cela, que Gilchrist doit rentrer maintenant finalement avec d'autres noms. Maintenant, c'est d'autres personnes qui ne sont pas retenues sur la proposition de Guil, qui disent sur les réseaux sociaux que l'UFC ne va pas aller au gouvernement, qui sont chefs de file de l'opposition, parce qu'ils n'ont pas été comptés par Gilchrist. Tu vois un peu le jeu qui se joue. Donc, j'ai compris que... On s'amuse avec la République. Oui, mais c'est comme ça. Il y a eu des choses plus pires que ça, Ferdinand, ne l'oublie pas. Dans ce pays, on a vu plus que ça. Donc, moi, je ne suis pas étonné. L'essentiel pour moi, c'est que ce gouvernement se mette au travail. Quel travail vont faire? S'il y a du travail, qu'ils se mettent au travail et que le Togo sorte de l'ornière. Parce que là, il y a un projet. Moi, j'ai parlé des rapports de la base hier, le rapport a été clair sur la situation économique du Togo. Et pour ceux qui veulent le rapport, ils n'ont qu'à aller le chercher. C'est alarmant. C'est alarmant le rapport. Très alarmant. Par rapport à la crise. Et tant qu'on ne sort pas de la crise, il y a problème. Oui, mais je crois qu'on a eu l'habitude de faire les débats ici pour dire qu'il y a une certaine nonchalance dans la nomination avec Faure Gnassingbé. Mais là, il est allé un peu trop vite. C'est vrai qu'on souhaite que les choses aillent avec une certaine célérité, mais cette fois-ci, il est allé encore un peu trop vite parce qu'effectivement, cet après-midi, le Premier ministre sera devant les parlementaires avec l'ensemble du gouvernement. Oui. Mais non, c'est vrai qu'on peut se poser des questions de savoir est-ce que la responsabilité que le Premier ministre va engager devant les parlementaires aujourd'hui, est-ce que tous les ministres qui sont là sont au courant du contenu ou ils vont la prendre au même moment que tout le monde. Effectivement, il y a eu quand même quelques tâtonnements et si à l'avenir ça peut vraiment s'arrêter, ce serait bien. Prenez un Tahirou Babieg. L'homme de fonction aujourd'hui, il y a quelques jours, il était encore vice-président. Il était vice-président. Il n'a même pas encore pris fonction. Il est membre du bureau de l'Assemblée nationale. Bon, quelques jours après, il est ministre. Il est ministre. 48 heures après, il est ministre. Effectivement, donc, je crois que c'est quand même des tâtonnements qui sautent aux yeux et qu'il faut vraiment relever pour que les choses soient faites d'une manière. Je dis, bon, au moins, ce régime a la chance. Si c'était un nouveau gouvernement qui était revenu et ça tâtonne, on peut dire qu'ils n'ont pas encore... Je crois qu'on a eu le temps d'observer des gens et on peut prévoir et anticiper certaines choses pour éviter de ces genres de situations ou parfois. Parce qu'aujourd'hui, oui, tu as évoqué un aspect ici pour nous dire, qui nous dit que la communication, par exemple, n'est pas supprimée, le sport, on n'en veut plus. Parce qu'il y a eu des moments où également le ministère des Droits de l'Homme avait disparu. Oui. Et après, il est revenu avec un secrétariat. Et puis, aujourd'hui, c'est devenu un ministère
plein avec la relation. Alors, ça serait surprenant quand même que la communication n'existe, parce qu'effectivement, il y a le ministère de la Défense qui existe, qui n'a pas de ministre, qui a été rattaché à la présidence, comme d'habitude. Alors maintenant, là où tu auras raison, si dans les prochains jours et jusqu'à la fin de ce gouvernement, on ne sort pas une liste additive, là on pourra dire que par rapport au programme de ci ou ça, on n'avait pas besoin de ça. Mais si on sort une liste additive, vraiment ce serait mieux qu'à l'avenir, le gouvernement... Non, attendez, attendez, je voulais quand même qu'on place un mot sur l'Assemblée nationale. Mais je voudrais avoir votre avis sur certains membres du gouvernement. Il y en a qui sont partis. Vous avez toujours créé sur un ministre ici, Nissa Oignon Femme. Il a fait ceci, il a fait ceci. Le gouvernement n'est pas fini. Vous devez être content. Aujourd'hui, il est out. Ah, qui t'a dit qu'il est out? Vous avez parlé de Guy Madié Lorenzo. Aujourd'hui, il est out. Vous êtes content? Abialpa. Je crois que... Je suis quelques membres du gouvernement et puis on passe à parole. Oui, je crois que quand un poisson veut pourrir, il pourrit souvent par la tête. Qu'est-ce qui se passe encore? Et tu vas voir que dans un État où l'État a cessé d'exister et que ce sont des réseaux qui se combattent au sommet d'une république, ça ne peut accoucher que de ça. Les tâtonnements et les tergiversations qu'il y a eu dans la composition du bureau du Parlement ont agi sur le gouvernement. Il faut que vous le sachiez. Je ne suis pas... Je ne comprends pas un monsieur Taïrou qui est premier vice-président du Parlement et qui est actuellement, à moins que quelqu'un me dise qu'entre-temps, on nous a affiché sa démission, on n'a pas sa démission, il est ministre. Je vais vous comprendre. C'est incompatible. Les deux sont incompatibles. L'un annule l'autre. Maintenant, il est devenu chose de ministre. Là-bas aussi, il y a un débat. On va se demander combien de temps il va faire à son portefeuille parce que c'est le ministre qui est habitué à être le plus éphémère possible à son portefeuille. Il avait fait un mois à un portefeuille. Et quand tu ramasses ces grandes zones d'intérêt allant du Parlement à la composition du gouvernement, mais tu te dis que la République est en lambeaux. Et au sommet, ce n'est pas, comme je le dis, j'assume mes mots, ce n'est pas un État qu'on gère, mais ce sont des réseaux qui se sont retrouvés. Quand on dit réseau, ça veut dire des compartiments d'intérêts. Chacun défend ses intérêts et forcément, quand on défend les intérêts, qu'on est obligé d'être en groupe, les intérêts s'influencent. Et ça accouche de la catastrophe. Et très souvent, on ne va pas être aussi alarmant que ça, Abialpa. Excusez-moi. Situation dure, vous allez voir demain que dans cette situation comme ça, vous allez voir que la mafia approche cette façon de gestion, de gérer. Parce que je ne comprends pas qu'on puisse publier une liste comme ça et que, comme l'a dit le confrère, que des portefeuilles clés manquent. Je dis encore, allez fouiller les budgets passés. Le ministère de l'Agriculture fait partie des ministères les plus budgétivores. Merci beaucoup. Il y a un ministre particulier qui... Non, je vais placer un mot. Moi, je pense que il n'y a pas eu, il y a eu rien de nouveau. Il n'y a eu rien de nouveau, on vient de le dire tantôt, en suivant le communiqué à la TVT, il faut attendre vers la fin pour avoir quelques nouveaux noms. Et ça, c'est pas bien pour un pays qui est dans une situation aussi difficile que le nôtre. Parce que des gens sont en poste depuis presque maintenant 10 ans au gouvernement et ils n'ont pas de résultats à la hauteur de la mission qui leur a été confiée. Des gens sont à des postes de responsabilité où les entreprises sont totalement en lambeaux. On veut chasser 500 000 personnes dans des entreprises que des gens ont gérées. On veut privatiser ces entreprises-là. Je pense qu'en termes de résultats, il y a certains qui ne devaient pas être reconduits, par exemple, je vous vois venir. Non, il y a plusieurs. Non, pas elle seule. Il y a plusieurs. Il y a plusieurs. Par exemple, quand vous prenez Dogbe, ça fait presque 10 ans que le gouvernement, elle est venue en 2008. Ça fait 10 ans que le gouvernement. Ça fait quoi? 2 mandats présidentiels. Est-ce que vous avez vu quelqu'un être efficace dans un gouvernement pendant 10 ans au même poste? Il y a un problème. Vous avez les Syrien Lawson qui beaucoup 7 ans ou quelque chose comme ça. Le domaine dans lequel elle est, c'est totalement en déconfiture. Vous avez d'autres ministres qui n'ont pas pu relever
qui n'ont pas pu relever les défis. Donc je pense que le système lui-même est à bout de souffle. C'est pour ça que à chaque fois qu'on veut faire un nouveau gouvernement, on reconduit forcément les mêmes personnes, on fait un peu du coupé et collé ailleurs, on ramène quelques nouveaux pour essayer de faire croire que bon, la machine est en train de tourner, mais en réalité, on recycle les mêmes personnes. Et donc par exemple, le Premier ministre lui-même, il a passé 3 ans à être improductif. À part sillonner la ville avec ses gyrophares, on ne voyait rien qu'il faisait en réalité. Donc, moi, fondamentalement, je pense qu'on nomme des gens. Les gens oublient que tous ces ministres-là pèsent sur le budget de l'État et pèsent sur les contribuables. Parce qu'aujourd'hui, on vient de nommer des gens. Les nouveaux venus vont débarrasser les anciens bureaux de tous les meubles. Ils vont avoir... ça se passe comme ça? Mais c'est comme ça. Les gens ont levé même jusqu'au rideau pour mettre de nouveaux trucs. Parce que les gars... Tu vas utiliser la même les gens sont un peu superstitieux en disant, moi, je ne vais pas m'asseoir dans le fauteuil de l'ancien qui est parti. C'est normal. Oh, dans un État, vous suivez bien l'actualité, ceux qui ont inventé l'État et nous avons copié, il n'y a pas un seul meuble qui part. Quand ça part, ça pose un problème parce que dans tout pays, il y a un département qui veille sur le patrimoine de l'État. Mais chez nous, ça n'existe pas. Donc moi, je pense que ce gouvernement ne fera pas le miracle. Malheureusement, il est amputé d'une grande partie de ministres. On voit qu'on a enlevé certains voleurs. En tout cas, pour le moment, on a fait rentrer d'autres voleurs. Mais ça ne va pas, ça ne donnera rien. Je suis d'accord avec Fabrice. Les voleurs sont en prison. Tant qu'on ne vous a pas arrêté, vous n'êtes pas voleur. Non, il y a ceux qui sont au-dessus de la prison. D'accord. Ah, d'accord, très bien. Ouais. Il y a le cas d'ADG, le patron de l'OTR, qui devient ministre du Commerce. Oui, tout à fait. J'espère qu'il ne va pas cubuler. Non, vous savez, moi je crois que notre pays a un problème qui inquiète. Moi je suis le cours de l'histoire politique de notre pays depuis. Nous avons pris de l'âge, nous avons vu beaucoup de choses se dérouler. Mais le constat, il est le même hier et le même aujourd'hui. Vous allez voir que ceux qui sont restés avec feu et adamant, la plupart qui sont encore en forme, ils sont partout. Dans les sphères de grandes décisions, ils y sont. Ceux qui sont venus avec fort, je crois qu'on n'a pas... Fort Gnassingbé, on n'a pas ce courage de dire aux gens, vous avez servi un temps, partez. Et ça fait que c'est un problème pour les grands décideurs quand on est à des moments comme celui-ci, où il faut donner des postes aux gens. Sur un plateau, on avait un confrère qui disait que les gens font des lobbying, ils voient le président, ils disent prends celui-là, mettez celui-ci, et ça lui crée des problèmes. Vous avez évoqué le cas de Babiem. Logiquement, quand on se comporte comme ça, vous mettez quelqu'un, premier vice-président d'une institution, il n'a même pas compris fonction. Et vous revenez quelques jours, la même personne, vous la prenez pour en faire un ministre. Il n'a qu'à choisir. Les mêmes personnes qui sont à des niveaux où ils ont servi des années, on les prend, on fait du copier-coller, on change et les mêmes figures. Vous allez voir que même après, il faut faire, c'est les mêmes personnes. Donc c'est devenu une gangrène qui fait que les choses n'arrivent pas à marcher. Et je crois qu'il faut dépasser ce seuil-là et ouvrir les choses à d'autres personnes. Le Togo a beaucoup de talent. Moi, je ne crois pas que ce soit forcément les mêmes qu'il faut prendre pour que les choses marchent. Il y a eu des moments où on a vu que certains des ministres ont fait du bon travail et d'autres n'ont rien fait. Et là, moi, je ne vais pas faire le procès de qui que ce soit ici, mais chacun sait où les observateurs avertissent ce que tout ou bien chacun des ministres a pu faire lors de il y a eu une évaluation, j'imagine que vous vous rappelez. À l'heure où nous parlons, le Premier ministre est avec son nouveau gouvernement à la primature. Actuellement, ils sont en train de faire réunion pour aller répondre au rendez-vous de 14h30. Mais comme on est au Togo, moi je ne crois pas que ça peut être difficile qu'à 13h, vous voyez le complément du gouvernement. Parce que au journal de 13h, il n'est pas surprenant qu'on revoie quelqu'un apparaître sur l'écran et dire ministre de tel, ministre de tel, et puis on va vous donner le complément, et que la nuit même,
qu'on puisse couper sur d'autres ministères pour offrir à d'autres quand on dit que Gilles Christ est dans l'avion en train d'arriver. Ça veut dire que si quelqu'un arrive pour porter, pour donner des noms, ça risque même de créer d'autres ennuis où on peut couper. Parce qu'il y a des ministères où le sigle est trop long, on va aller prendre 2 lettres pour former un autre ministère pour satisfaire les desiderata de ceux qui sont... S'il vous plaît. Attendez, je vous donnerai la parole. Puisque nous avons un temps, on va jusqu'à, il me semble, 12h50. On a un peu de temps et on accordera aussi quelques minutes aux auditeurs tout à l'heure. Oui, vous d'abord, Loïc, sur les ministres, priez peut-être individuellement de 3 ministres. Bon, écoute, moi, ce qu'on a amené, je ne les connais pas. Je ne peux parler que des anciens que je connais, qui sont revenus à leur poste pour la plupart. C'est malheureux. Non, le cas Baguia énerve beaucoup. J'ai compris que ça énerve beaucoup. Et puis, il a le malheur souvent de ne pas durer à son poste. Là encore, quelqu'un a prédit qu'il n'allait pas durer au PA, et je ne sais pas si c'est Fabrice qui n'allait pas durer, et il est parti. Entre PA et ministre, je crois que le choix est clair, le PA mieux. Mais voilà, quelqu'un est parti mettre du Gary encore dans son truc là, on enlève encore le pauvre. Et je me demande s'il peut encore tenir là-bas, hein, le ministre. Il faut qu'il aille régulièrement au village. Bon, bref, écoutez, on espère que ce gouvernement va faire un travail sérieux. On espère, parce qu'il faut toujours avoir de l'espoir, qu'ils vont essayer que Ford va essayer de les galvaniser, lui-même se mettre au travail avec eux pour que les choses puissent bouger, parce que le pays là a trop souffert et il souffre encore. Et puis qu'on sort surtout des discours creux, vaseux, qui en réalité on ne voit pas des actions concrètes. Moi, je veux du concret pour mon pays, je veux voir mon pays avancer. Oui, je crois que comme on l'a dit, certains confrères l'ont dit tout à l'heure ici, généralement, un nouveau gouvernement entraîne des coups. Il faut modifier. Imaginez par exemple si on avait nommé un nouveau Premier ministre, ça va entraîner des chamboulements, il faut changer de certaines choses, même jusqu'au niveau du personnel. Et c'est pour cela, moi, je dis, par rapport au temps que ce gouvernement aura, à peine 1 an, quelques mois. Moi, j'étais beaucoup plus partisan d'une reconduction de l'ancienne équipe. Parce que, effectivement, aujourd'hui, ici, on met... Le temps qui reste avant 2020. Le temps qui reste avant 2020, c'est des questions politiques, vraiment, il faut gérer. Alors, imaginez, les gens sont sur certains projets, qu'on amène un nouveau ministre de l'économie et des finances aujourd'hui. Pour faire quoi? Donc, moi, je crois que la logique aurait voulu que ce soit cette reconduction-là. Peut-être après 2020, avec l'élection présidentielle, on s'entendra à des grands changements avec celui qui sera élu. Mais maintenant, je ne voudrais pas aussi qu'on donne l'impression comme si ceux qui sortent du gouvernement, c'est parce qu'ils ont démérité. Et que ceux qui sont là accumulés des années... Peut-être qu'on a besoin d'eux ailleurs. Oui, c'est en cela. Parce qu'à un moment donné, nous contribuons aussi à créer... Aujourd'hui, vous allez voir des gens, peut-être dans son quartier même, les gens se moquent de lui, parce qu'on l'a sorti du gouvernement. Ouais, il faudrait pas toujours percevoir ça comme une intention. Parce qu'au même moment, ceux qui aussi sont à leur poste au niveau du gouvernement, ça fait près de 10 ans. Rien n'est sûr également que si on fait le bilan, ils sont mieux que ceux qui sont sortis beaucoup plus tôt. On a vu des ministres qui n'ont fait qu'une seule fois, ils sont sortis, mais avec des résultats. Donc moi, je crois qu'un poste de ministre, on vous nomme, et celui qui vous nomme peut vous dégommer à tout moment. Ça peut parfois avoir l'allure d'une sanction, mais parfois aussi, ça peut ne pas être lié. Parce que quand on présente toujours les choses comme si c'est pour des raisons liées à l'incompétence que telle est partie, je crois que ça risque de fausser le jeu, parce que ceux qui restent aussi, il y en a plein qui sont incompétents. Monsieur, attendez, parce qu'il y a beaucoup de dossiers sur lesquels je voudrais que vous vous prononciez. On va aller très rapidement par rapport à l'Assemblée nationale. Je m'intéresse au portefeuille, au 13e portefeuille. Ministère du Commerce, des Transports, de l'Industrie, du Développement du secteur privé et de la promotion de la consommation locale. On me parle de Kodjo Adedje. Oui. Il y a 7 ou 6 ans, quand tu prends ce portefeuille-là actuellement que j'ai devant moi, lui, ça, il faisait... Vous avez le portefeuille devant vous? Ah, d'accord, très bien. Lui, ça, il faisait 4 à 5 différents ministères. Aujourd'hui, c'est dans la main d'un individu. Si je prends un seul secteur de ce truc-là, le port autonome de Lomé, où on me parle du transport, si on met le port dans le port dans le truc, un port où actuellement on sait ce qui se passe. Avec un directeur grabataire qui n'arrive à rien gérer, on va revenir
Donc, je crois que ça fait froid au dos quand on parcourt. Il faut regarder le troisième. L'industrie, le transport, le développement du secteur dans la main d'un individu qui gérait la douane et de quelle gestion de la douane encore, ce n'était pas le paradis là-bas comme M. Adé était là. Nous savons les chiffres à la douane. En même temps, rien n'est actuellement on partira de la douane. Je disais ici il y a 1 ou 2 ans que Yad Maï Mori il a laissé un régime. Il a laissé un régime, s'il vous plaît. Il est parti, il a laissé un régime politique mourant. Et le régime est en train de pourrir au maître de son enfant. Monsieur, je veux juste là 1 minute pour chacun par rapport donc à l'Assemblée nationale et la nomination l'élection de Madame Honorable Tchegan Chantal. C'est vrai que l'alternative a été un petit peu dure ce matin à son endroit en parlant de marionnette. Le baptême de feu. On n'est pas dur. On n'est pas dur. On est bien gentil d'ailleurs. Et non, c'est-à-dire que l'élection de cette dame, que beaucoup n'ont pas prédit, que beaucoup n'attendaient pas, c'est la conséquence de tout ce qu'on vient d'évoquer. La guerre interne autour de Fogna Singbe entre les différents réseaux, la vieille garde et l'ancienne garde qui s'affrontent, chacun voulant placer son pion à un niveau pour contrôler l'État. Et le candidat que la vieille garde proposait, c'était bien sûr Classou pour le Perchois, même s'ils ne l'ont pas déclaré officiellement, c'était lui, la bataille a été rude. Et comme force est toujours se jouer de ses amis et tout ça, les gens avaient cru que bon, il enverrait le Perchoir dans la région des Savanes, des noms circulés. Et puis bon, il s'est joué de tous ces gens-là. Et puis il a fini par sortir cette dame de son chapeau magique. Et puis, elle a été portée à cette place-là. Et ce jour-là, dans l'après-midi ou dans la soirée, il y a eu énormément de grincements de dents, des tensions dans le régime. C'est d'ailleurs pourquoi ça a précipité la nomination du gouvernement avec Classou. Parce que c'est ça en réalité, pour calmer les gens. Ah bon? Ah oui, mais c'est comme ça que ça s'est passé. Parce que vous avez... regardez un peu les générations. Prenez le bureau de l'Assemblée. Et prenez d'abord l'Assemblée même, le renouvellement même de l'Assemblée du côté de UNIR. Vous avez vu tous ceux qui sont partis, les jeunes qui sont arrivés, ceux qu'on vient de mettre dans les bureaux, à part Mémine Toupi, un peu une ancienne dans ce réseau-là. Voilà, tous ces gens-là sont des gens nouveaux. Et les anciens ne supportent pas qu'on les pousse dehors rapidement comme ça. Donc, ils ont voulu placer Classou, ça n'a pas marché. Et donc, rapidement, ils ont mis la pression pour que Classou soit reconduit. C'est pour ça que ça justifie tout le désordre que vous voyez là actuellement dans la nomination précipitée du gouvernement et tout ce que, pour calmer les gens. Et donc, c'est pour ça que je dis, cette dame, elle est sous influence en réalité. Parce que celui qui a voulu qu'elle soit là-bas, la personne aura une même mise sur elle. Parce que la même personne a voulu fragiliser la présidence de l'Assemblée en saucissonnant le mandat. Ça n'a pas marché, mais il faut maintenant trouver quelqu'un qui soit malléable. C'est en réalité ça. Parce que s'il y a quelqu'un, un gros morceau là-bas, comme les vieux là, il serait difficile de le manier. Mais cette dame-là, elle est nouvelle. Donc même si elle a un parcours. C'est la génération unie en réalité. Cette dame, c'est la génération unir ou génération fort. Les autres, c'est génération et Adema. Donc voilà comment ça se joue. Oui, c'est bon, sur l'Assemblée nationale. Sur l'Assemblée, moi... Mais la dame même, nous ne la reprochons rien. Non, en termes de... non, on ne reproche rien. Dans l'article, on ne reproche rien, on n'a même pas parlé d'elle. Nous, on a démontré le jeu de l'ombre qui a abouti à son élection en réalité. Bien. C'est ça. Oui. Non, moi, pour l'Assemblée, c'est un coup de gueule que j'ai à pousser parce que c'est que beaucoup ne savent pas. Vous savez, on a dit tout à l'heure en début d'émission, faisons les choses toujours bien pour ce pays. Et évitons surtout de violer les tests qu'on sait nous-mêmes. Tu sais qu'à part la nomination de Tchegan, son élection, excuse-moi, à part l'élection de Tchegan, en tant que président de l'Assemblée nationale, celle-là, on a tous reconnu qu'elle a le mérite intellectuel pour diriger, qui a respecté le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Le reste là, tout le bureau n'a pas respecté. Ouais. Le reste du bureau, le règlement de l'intérieur de l'Assemblée nationale n'a pas été respecté. En termes clairs, si la Cour constitutionnelle est saisie, ce bureau doit être dissous. Ouais, je t'explique.
Le règlement intérieur de l'Assemblée dit que pour voter le président de l'Assemblée, le vote est à main levée. Oui. Mais pour tout le reste, le vote est secret. Au bulletin secret. Mais, quand ils ont voté Tchega à main levée là, et que ça fait bruit comme ça, alors que déjà, les urnes étaient là. Ouais. Les bulletins étaient là. Tout était là. Les mains levées. Et on a fait tout le reste, on a fait main levée. À main levée. Donc c'est ça qui justifie le score qu'on a eu là. C'est parce que ils ont ramené on a violé le règlement intérieur. Parce qu'on a violé. On a piétiné le règlement intérieur. On a voté eux-mêmes, qu'ils ont voté il y a 72 heures. Non, pas 72 heures, 48 heures, ils ont voté. C'est des choses que moi, ils ont ramené les journaux qui m'ont dépassé. Tu me connais, j'avais déjà quitté là-dessus parce que je me dis, mais c'est grave ce qui se passe dans ce pays. Ils l'ont violé. J'ai dit, si quelqu'un saisit la Cour constitutionnelle, ça se bureau chute encore. Ça doit tomber à part ces gants. C'est pas normal. Eux-mêmes ils ont ramené les urnes. Parce qu'ils savent que le règlement intérieur demande que les urnes soient là. Ils ont amené les bulletins. Mais au finish, ils ont voté. Tu sais pourquoi? Parce que le bureau, dans sa composition, s'il faut voter à bulletin secret, les gens ne vont pas suivre les autres. S'il faut voter à bulletin secret, les gens ne vont pas suivre. Parce qu'il y a trop de les consignes. Donc, on a obligé les gens à voter à main. Est-ce qu'il y avait des gens... Abi, vous permettez que je fasse le tour. Allez-y, je fais le tour comme ça. Non, je crois que ce que Loïc vient de dire fait froid au dos. Depuis un certain temps, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens se comportent comme si c'est de l'amateurisme qu'on veut jouer à tout niveau. Je reviens encore pour dire que à cette assemblée, il y a quand même des gens bien éclairés, suffisamment outillés, qui ne doivent pas laisser certaines choses se passer. J'ai tout le temps que j'en ai eu l'occasion de dire que cette assemblée va permettre au Togo de sortir de sa souffrance. Parce que avant tout, en tant que Togolais, on doit reconnaître que les difficultés du pays sont liées aux réformes. Et les réformes, je pense, si je me trompe, que en réalité, parce qu'il y a deux faux pas déjà là. Les réformes doivent se jouer à l'hémicycle. Et si c'est là-bas que les gens cafouillent, ça ne donne pas une bonne image de ce que les Togolais et ceux qui suivent le Togo attendent. Moi, je n'ai pas été le jour-là en salle. Je ne sais pas comment le vote s'est déroulé. Mais si tel est que c'est ce qui s'est passé réellement, ça cafouille de trop. Et il faut arrêter. Déjà, comment on arrête ça? Il faut arrêter. D'abord, on viole la Constitution, la Cour intervient pour recadrer les choses. Là, on viole son propre règlement intérieur. Oui, il faut arrêter. Il faut arrêter ça. Et comment on l'arrête? Il faut arrêter en y mettant de la discipline et en respectant les lois. Loïc a dit tout à l'heure que en toute situation, en tout temps et en tout lieu, que les gens fassent les choses bien. Il faut que à l'Assemblée, les gens fassent les choses bien. Et il faut qu'il y ait des gens à cette Assemblée qui savent taper du poing sur la table pour dire que ça, même s'ils sont minoritaires. Oui, mais ils devaient avoir une issue. Ils auraient fait leur part. Ils devaient avoir une issue pendant le vote. Même s'ils étaient minoritaires, ils auraient fait leur part. Parce qu'on ne donne pas l'impression que c'est un passoire où on est là pour que d'autres viennent dicter leur volonté et que les gens s'exécutent. Je ne crois pas et je ne veux même pas le croire que c'est ce qui va se passer à cette assemblée. Donc vivement que les gens arrêtent et qu'ils y mettent de l'ordre pour que la sérénité et le bon travail soient faits. Merci beaucoup, Tchénao. Oui, Fabrice. Non, mais moi je crois que si c'est le cas, si le règlement exige que ce soit au bulletin secret pour les autres et finalement c'est à main levée, je crois qu'ils sont tombés dans un piège et influencés par un élément. Bon, parce que finalement, quand vous regardez quel est l'impact, parce que j'aurais appris, bon, je sais qu'au niveau de la présidence de l'Assemblée nationale, elle était seule. Oui. Je ne sais pas si au niveau des autres postes, il y avait d'autres candidats qui s'affrontaient. J'ai l'impression que c'est une entente, ils se sont entendus. Et bon, pour ne pas perdre du temps, ils ont violé ces règlements. Parce que en fait, s'il y avait... Ils n'ont jamais dit de ne pas prendre le temps. Non, laisse-moi... Prenez le temps de m'écouter. Je dis... Oui, c'est pour cela que je dis... Ah, c'est Abbas Kaboua qui a voté abstention? Oui, c'est Abbas Kaboua qui a voté abstention parce qu'il voulait être dans le bureau, il voulait le poste du troisième secrétaire. Et
Il a voté la personne pas, pour la présidence. j'avais la parole. J'avais la parole. Oui. Moi je dis est-ce qu'il y a eu des gens qui se sont affrontés à des postes? À mon avis, je crois que partout, sur tous les postes, pratiquement, c'était un seul candidat. Mais quand on dit qu'Aboua voulait être troisième secrétaire, ça veut dire qu'au moins... Oui, mais c'est pour cela que je veux m'assurer. Je sais qu'on vous n'allez pas me dire que dans cette Assemblée nationale, les gens n'avaient pas envie d'être président de l'Assemblée nationale. Alors, donc, si on est arrivé à les convaincre pour que ce soit une seule candidature, bon, pour le reste, c'est des détails qui ont conduit à cette violation donc, de ce truc-là. Parce que quand vous prenez le Premier ministre actuel, Classou Selom, c'est l'un des rares ou l'unique même Premier ministre qui a été obligé d'aller sur le terrain pour ramener un siège. Je ne sais pas s'il y a eu un Premier ministre qui l'a déjà fait. Aoumé ne l'a pas fait. En 2016, Aoumé était souffrant à l'époque, je ne sais pas s'il a géré une législative. Il ne l'a pas fait non plus. Et donc, à un moment donné, on avait l'impression que les choses se dessinaient. C'est-à-dire que s'il veut devenir député, peut-être que c'est forcément, il aurait le perchoir. Parce que s'il aurait pu rester dans son coin et positionner quelqu'un d'autre. Et donc maintenant, finalement, on a une seule candidate. Et quand on a une seule candidate, quelle que soit l'issue du vote, bon, c'est elle qui devait être élue, quoi. Mais je sais qu'il y avait des appétits autour de tous les postes liés à tout le bureau. Non, je crois que moi je pense, j'ai dit la dernière fois que ce Parlement, j'ai dit la dernière fois que c'est le fruit, s'il vous plaît. Allez-y. Je disais ici la dernière fois que ce Parlement, c'est le fruit d'un vol politique. Quand tu regardes depuis le début du processus qui a accouché des élections jusqu'à ce qu'on ait ce qu'on appelle Parlement, c'est le fruit d'un vol politique. Et le résultat, la rançon d'un vol, on ne peut que se battre. C'est un peu difficile que vous me demandiez de discipliner les gens dans un bateau qui prend de l'eau. Les gens dans un bateau qui prend de l'eau, qui en discutent, tu ne peux discipliner aucun réseau. Chacun fait ce qu'il peut pour mourir d'une manière différente de comment l'autre va mourir. Donc c'est comme ça que ce régime, c'est à ça que ce régime ressemble, parce que quand tu regardes la composition, quelqu'un me parlait quand tu regardes l'ossature, je crois qu'il y a 3 femmes dedans. Quand tu regardes, tu prends les femmes individuellement, quelqu'un va te faire une analyse, il va te dire que on est en train d'aller vers une république où, tu vois, certaines accointances. Non. Donc, moi, je pense que la question du genre, elle est très importante. D'accord, je ne refuse pas. Oui. Moi, je pense ici que le gouvernement on a d'ici peu, on va connaître le sort de Bagbieng. Est-ce que il va finalement être rester là où il était, ou bien il va venir être ministre? S'il est ministre, s'il a préféré être ministre, on va, je crois que je sais pas, l'autre. La deuxième vice-présidente qui suit maintenant tout va certainement escalader à sa place. On va voir ce que ça va donner. Là, il faut une élection. Les deux, je crois bien que là-bas, il faut tirer, je ne sais pas s'il faut ainsi le dire, un coup de chapeau à ceux qui prônaient la politique genre. Je ne sais pas si c'est ça qu'on a voulu nous appliquer ici. Mais quand tu regardes ce qui se passe, c'est au-delà d'un simple tâtonnement, parce que on ne peut pas, puis ce n'est non plus des bourdes. On ne peut pas parler de tâtonnement et de bourdes quand c'est un Parlement qui décide et qui apprend à violer les lois. Et puis ce qui se passe actuellement, il y a des étudiants en droit qui suivent. Demain, il y a ce qu'on appelle la jurisprudence. La jurisprudence, c'est à partir des événements que ça se crée. Et ça reste pour des générations. Merci beaucoup, Abi Alpha. On va passer de la politique pour parler du port autonome de Lomé, justement, puisque on en parle légèrement. Ce matin, vous avez souhaité prononcer sur ce sujet-là. Le port engrange des sous, mais le port n'est pas capable de payer ses employés, c'est ça? Est-ce que le port lui-même engrange encore des sous? C'est-à-dire que, comme je l'ai expliqué ce matin en faisant la une, les gens se sont arrangés pour privatiser tous les secteurs juteux du port. C'est-à-dire qu'ils ont fait ça comme une pièce détachée. Ils ont détaché les secteurs, ils ont privatisé avec des méthodes obscures. Et la direction même du port est finalement là pour gérer tout ce qui est
papiers administratifs, signer les documents, tout ça. Et c'est vrai qu'il y a quelques miettes, il y a les locations des terrains du port à des privés qui rapportent de l'argent. Mais le port, quand vous prenez le budget, la loi de finances, le port ne rapporte plus rien. Mais tous les secteurs du port qui ont été privatisés rapportent de l'argent aux sociétés qui sont là-bas. Vous avez... elles ne payent pas derrière, ces sociétés, quand on leur cède ça. Oui, mais on ne sait même pas comment c'est organisé tout ça. De toute façon, le port ne rapporte plus rien au budget de l'État. Et ce qui est extraordinaire et révoltant, c'est que pour ses propres charges, le port est obligé d'aller faire des découvertes dans les banques de la place. Depuis 3 ans, ils font des découvertes. Et ces découvertes ont déjà dépassé 10 milliards. Chaque fois, ils font des découvertes dans plusieurs banques. Aujourd'hui, les banques sont excédées parce que les banques ne peuvent plus tenir, je sais pas, à ce rythme-là. Et la fin du mois passé, le port a eu des difficultés à payer le mois de décembre pour ses agents. Vous imaginez? Et le 13e mois qu'on leur donne généralement en titre de gratification a été gelé. Maintenant, la fin du mois de janvier arrive. Les fonctionnaires ne savent même pas s'ils seront payés. Ça, c'est le port autonome de Lomé. Je vous assure. C'est ce qui se passe. Mais c'est grave. Maintenant, quand vous voyez que cette situation se passe, vous voyez le management, vous voyez le DG qui est là depuis 10 ans, personne n'ose le toucher. Il a 4 autres fonctions. Il est maire de la ville de Lomé, président du conseil d'administration de CHU, président du conseil d'administration de Sotral. Il est il est 5e. Il a 5 postes lui seul. Et plusieurs fois, les opérateurs économiques, accompagnés de la Chambre du commerce, sont allés voir le Premier ministre pour dire que le directeur du port arrive au boulot vers 16h. À peine ici, 3 documents, il repart. Il y a des piles de documents qui attendent. Attendez. Le contre-amiral Faugrand arrive au boulot à 16h. Oui, le matin, il est à la mairie. Il est à la mairie. Et il arrive le soir, l'après-midi. Il signe difficilement les documents. Oh, les opérateurs économiques, au port, ça va très vite. Parce que quand un navire a, par exemple, un problème un jour de plus, ça fait une amende. Je ne sais pas si vous voyez, $5 000, $10 000 pour les navires. Alors, les armateurs, leurs représentants ont l'obligation de faire signer rapidement les documents. Donc, le DG du port n'est pas là. Le personnel est démotivé. Certains viennent au boulot, ils partent, ils vont dans les parcs automobiles, ils font leur business. Ils laissent leur bureau. Ils font TP5 ou je ne sais pas comment vous les appelez. Ils font leur business. Et le port est en difficulté. Or, c'est l'un des poumons de l'économie du pays, tel qu'on le présente. Donc, si les phosphates ne rapportent plus rien, le port ne rapporte plus rien, avec quel argent nous allons développer le pays? Donc, c'est la situation du port aujourd'hui. Je donne la parole. Non, de parler, Avial. Calmez-vous. Non, bon, parfois, quand il faut parler du port, je crois que je me sens un peu embarrassé. C'était mon ancienne maison, j'ai travaillé au port. Et je crois que les gens n'ont pas une volonté de relancer le port. Et c'est tout triste. Quand moi je visite ces derniers temps le port, je vois mes amis du port, ceux avec qui nous avons travaillé, et je vois la façon dont les gens vivent dans ce département, dans ce domaine. Et je me demande si c'est vraiment le poumon de l'économie togolaise. On se vante, on dit partout que nous avons un port en eau profonde, une particularité en Afrique, et que le port rapporte, mais allez-y voir ce que, effectivement, comme Ferdinand le dit, les gens vivent au port. Et je crois qu'il faut qu'il y ait une volonté au sommet de l'État, qu'on ait cette envie de réveiller ou de relancer le port autonome de Lomé. Regardez le bâtiment de la direction du port. C'est en délabrement et c'est sous Agbeomé. Même si les gens n'ont pas envie de l'entendre, je dis que Agbeomé a fait beaucoup pour le port autonome de Lomé. Et c'est lui qui a construit le terminal d'Israël. Regardez, maintenant c'est devenu une station de taxi. Personne n'en a pris soin. Sous Agbeomé, il y a eu beaucoup de choses qui ont été réformées au niveau du port autonome de Lomé. Donc, Dieu a donné à certaines personnes des talents, un savoir-faire particulier qui leur permettent de réveiller là où ça dort. Et aujourd'hui, depuis qu'il est parti, on envoie des gens dire c'est pour venir redresser. Et le port, au lieu de se redresser, ou de se mettre sur ses pieds, se croupit davantage. Bon, donc, quand les gens laissent faire, finalement, c'est comme si quelque part, on n'a pas envie que ça marche. Et puis, comme on parle du DG, je ne peux pas en parler, moi je ne vais pas parler trop, mais que les gens comprennent qu'il n'est pas normal
ou possible à son âge que quelqu'un puisse tenir une grosse institution comme la mairie de la capitale. Mais c'est un gros poste. Absolument. Il le tient et on lui confie le poumon de l'économie de toute une nation, et la même personne est président de conseil d'administration. Ici, président de président, la même personne, elle ne peut pas travailler, même nous ici. Est-ce qu'il il a un temps pour dormir? Voilà, donc avec l'âge, ce n'est pas évident. Donc il faut, si les gens nous entendent, si les gens aiment ce pays, s'ils veulent voir le port redevenir le poumon de notre économie, qu'ils trouvent quelqu'un qui peut réveiller et qui peut relancer le port pour le bien du Togo et non pour le bien de quelqu'un. Très bien. Nous souffrons au Togo de ces soutiens obscurs. Quand on met quelqu'un quelque part, on dit qu'il a des soutiens. Que si c'est celui qui le soutient, tous les gens qui travaillent à des postes et que personne n'arrive à enlever, on vous dit qu'ils ont des parrains, que ce sont des soutiens. C'est quoi quelle France? Nous parlons du Togo. Comment vous parlez de la France? Merci beaucoup. Et ce soutien-là, il faut qu'il lâche le pays pour que le pays décolle. Je vais vous donner la parole, mais je voulais, Abi Alpha, permettez, je voulais donner la parole au moins à 2 auditeurs ce matin, parce que le vendredi, on n'a pas eu l'occasion. Au moins sur les sujets, après je vous donnerai la parole pour qu'on boucle. On a un premier auditeur au bout. Allô, bonjour, c'est ici. Allô? C'est ici. Allô, oui, j'espère que ça va marcher ce matin. Bonjour madame. Bonjour, oui, voilà. Oui. Je me pose beaucoup de questions dont vous ne pourrez répondre parce que vous n'êtes pas les concernés, vous n'êtes pas les gouvernants. C'est-à-dire, le RTT, il va et vient, il est là depuis Crésus, mais il ne nous a jamais fait de bilan économique et de sens. Mais bon, ils sont là. Jamais de bilan. Et puis voilà. Et je me pose la question aussi de savoir pourquoi tous les autres gouvernants sont amovibles, le Premier ministre, Assemblée, tout ça là, mais le président ne bouge jamais. C'est-à-dire, il est inamovible, il est haut perché, il regarde de haut, et puis il bouge jamais. D'accord. Pourtant, on est dans une république. Voilà. Merci beaucoup, Daïsi. La dame de l'Assemblée. Oui. J'espère que elle va œuvrer pour le procès. Ce que je lui conseillerais en tant que femme, elle va œuvrer pour le procès des marchés brûlés. Elle va faire libérer la centaine de détenus politiques sans aucun procès, parce qu'on en a libéré au moins 400, sans problème. Et puis surtout, elle est obligée de supprimer cette histoire de la fête du 8 mars. Parce que il y a beaucoup de problèmes. Oui. Moi, je serais à sa place, est-ce que je ferais? Dassi, merci beaucoup. Je vais supprimer cette fête du 8 mars parce que il y a beaucoup de dérives dans le pays et il y a trop de pleurs, quoi. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. On a compris le fond de votre pensée. On va donner la parole à un autre auditeur. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je m'appelle Didier. Bonjour à tous les journalistes qui sont sur le plateau. Bonjour à vous. Oui, donc moi, j'ai été un peu surpris d'entendre tout à l'heure qu'on dit que pour les détails ou bien pour l'emploi du temps, on pourrait violer la Constitution, les règlements que nous nous sommes donnés. C'est grave. Et c'est quoi pour un ancien enseignant? C'est très grave, monsieur le journaliste. Allez-y, on vous écoute. Allô? Quel est votre commentaire en réalité? Dites-nous. Oui, en principe, rien ne nous permet de violer une loi, mais un règlement. Rien. En aucun cas, on ne peut même pas violer. Les lois qu'on s'est données, il faut les appliquer à la lettre. Secondo, moi, tout à l'heure, tout ce que vous avez dit, je comprends qu'on accuse tout le monde, mais le premier responsable, c'est qui? C'est le chef de l'État. On a accusé les nominations, c'est lui qui est responsable, c'est lui qui nous devons accuser, que vous devez accuser, c'est lui qui est à la base de tout ce désordre. Et pour en finir, oui. Vous avez parlé du port tout à l'heure. Je voulais demander, j'ai posé la question à M. Kanyao, il a fait la question. Qu'est-ce qu'est devenu son association des journalistes pour la sécurité maritime? C'est du tout. On n'a même plus parlé jusqu'à présent.
Il a une association, il n'a qu'à nous donner un compte rendu de l'association là. D'accord, très bien. Merci beaucoup. On va prendre le dernier auditeur. Hein. Malheureusement, on ne peut plus faire mieux. Allô? Alors, bonjour. Oui, bonjour. Voilà, c'est Johannes de Pierre, oui. Monsieur Johannes, oui. Nous vous écoutons très rapidement. Alors, je me demande, la première, je vais marcher sur les pas de la première dame qui a appelé. Mais on va continuer comme ça jusqu'à quand? Je me le demande. Donc, vous allez me dire que le ministre Guy Madié, le réseau, est parti comme ça avec l'affaire des 600 millions, sans qu'on lui demande rien. Et c'est fini. Il est ministre pendant un temps, il y a eu des scandales. Et après, on met quelqu'un à sa place et puis c'est fini. Les scandales qu'il y a eu, on met ça à profit. Mais dans quel pays sommes-nous? Dans quel pays sommes-nous? Nissa Ouniofam est parti comme ça avec l'affaire des 36 milliards. D'accord. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Merci beaucoup, Johannes. On a compris. Merci de nous avoir appelés. Donc, merci à ces trois auditeurs. Revenons donc en studio. Allez-y, Abiel Farid. Vous êtes trop chaud ce matin quand même. Oui, bon, on parlait du port de l'Andolemain. Si c'est j'ai juste 3 minutes, vous êtes 3, on va se partager dans des ministères, dans des pays qui se respectent, où les gens ont un sens élevé du souci économique du pays, le port à lui seul suffit pour être géré par tout un ministère. Malheureusement, chez nous ici, tu vois, c'est géré par un monsieur, il est grabataire. Quand il veut arriver quelque part, on renvoie les gens. Pour que les gens ne voient pas comment ils veulent descendre de la voiture, comment on va l'aider. Je vous parle de ce que j'ai vu. Je crois que Adrien nous écoute. On renvoie les gens pour que les gens ne voient pas comment difficilement ils sortent de la voiture, comment on va les tenir de gauche à droite pour qu'ils rentrent dans le bureau. Je suis à la radio, je ne suis pas en train de prendre un tract. Quand un monsieur comme ça gère un port où la moitié des activités est gérée par quelque chose qu'on appelle LCT. LCT qui a été construit avec c'est-à-dire l'argent qui a construit l'argent du port a servi au quart du budget de la construction du LCT et que lui, le directeur du port, n'a jamais vu le contrat qui lie LCT privé avec l'État togolais quand depuis plus d'une année, le poumon de l'économie vit sur les découvertes à Aura Bank et à Atlantic Bank. Ça fait problème, c'est dans les deux banques, allez vérifier. C'est Aura Bank et Atlantic Bank. C'est là-bas ils prennent les découvertes, beaucoup de milliards actuellement. Si je mange, je crois que les amis peuvent m'aider. C'est dans les deux banques. Je vous disais ici il y a 2-3 ans que 80% des recettes douanières de notre pays viennent du port. Maintenant, la douane du port est obligée de prêter l'argent pour des commerçants pour compléter leur budget. Ça fait problème. Merci beaucoup. Oui, Fabrice Peslan, sur le cas du port, je ne sais pas si vous avez un commentaire à faire autour de vous. Non, je crois que sur le cas du port, il faut arrêter d'être complaisant. Aujourd'hui, le port du Togo a besoin quand même d'une personne qui dégage de l'énergie, du neuf. Parce que le management aujourd'hui qui doit être fait au niveau du port de Lomé, je ne pense pas que l'amiral puisse être la personne vraiment la mieux indiquée pour pouvoir gérer ça. C'est-à-dire que quand vous voyez les portefeuilles sur lesquels il est, on va vous peut-être poser la question ici s'il dort. Généralement, quand tu en as de trop, finalement, tu ne fais rien puisque tu n'es efficace nulle part. Je crois que la mairie et le port, ça fait deux grands chantiers où vraiment, si vous dites que vous parvenez à gérer les deux, c'est que vous ne les gérez pas. Donc, il peut parrainer quelqu'un, même si on refuse la question des parrainages, il peut parrainer un jeune qu'il met à sa place et pour qu'il puisse continuer. Mais l'essentiel, c'est qu'il puisse avoir des compétences, même si on sait que c'est les réseaux qui fonctionnent. Mais là, sur la question du 8 mars, bon, je crois que c'est une journée internationale qui n'est pas l'apanage du Togo, mais peut-être qu'on peut revoir la célébration. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il faut faire des uniformes le jour-là au niveau des femmes pour aller à la plage ou manger dans les bars et boire? Est-ce que c'est ce qu'il faut? Bon, peut-être qu'on peut voir la manière merci beaucoup, de célébrer. Loïc, on va terminer avec vous sur le cas du port. Non, j'ai une minute. Non, notre port, on est tous unanimes. Il est malade, un port endetté, pas possible. L'administration, j'ai cru lire quelque part qu'elle n'arrive pas à payer les employés. Et ça, c'est grave. Et ça, c'est le plus grave. C'est ça. C'est le plus grave. Ceux qui livrent les produits ont refusé de livrer parce que les factures attendent. C'est-à-dire, est-ce que ce qu'on dit là, c'est ce qu'on dit et ce que tout le monde dit là, est-ce qu'on a besoin d'être opposant pour le dire?
Non, c'est que nous disions, nous dénoncions ou nous essayons d'attirer l'attention des autorités pour leur dire tel secteur est malade, tel secteur est malade. Et de ce quoi le secteur de la personne qui le dirige cumule à outrance. Alors que des jeunes sont au chômage. On fait la promotion des jeunes, paraît-il. Alors allons-y. Monsieur. Comme dit le slogan. Allons-y. Monsieur, merci beaucoup. Loïc, l'ensemble patron du journal Flambeau des démocrates, Tchaniawa Remiao. Nouvelle opinion, Fabrice Petiesi, le libéral, attendez, la CC devait distraire. Abi Alpha Isotou, le rendez-vous Ferdinand a été l'alternative. C'est vrai que ce sujet, on en a parlé le matin, ce qu'on assure avec ce que Ferdinand a écrit, un scandale d'État, et puis le cas également de médias publics. Les ristournes du Trésor au cœur d'une tension à la TVT. On pourra y revenir très prochainement, on n'a plus beaucoup de temps. L'émission de ce matin était une émission presque spéciale, avec la nomination d'un gouvernement nouveau. Forcément, il faut aussi aller jusqu'à presque 13 heures. Merci, messieurs. Merci à Dia Poisson. Merci à tous ces auditeurs qui nous ont envoyé des messages, malheureusement, on n'a pas pu les lire, et ceux qui nous ont appelés. Appelez-moi Saint-Rigator. À la semaine prochaine, si Dieu nous prête vie. Merci d'avoir regardé la vidéo, abonne-toi et partage la vidéo sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp.